Joyeux Noël, père, dit la fille mendiant à l'enfant millionnaire en lui tendant une enveloppe. Lorsqu'il lut ce qui était à l'intérieur, le millionnaire s'évanouit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent froid de cet après-midi de décembre perçait à travers les fissures de la fenêtre dans la chambre de l'hôpital communautaire. Amélia, une fille de 10 ans aux yeux couleur miel et aux cheveux bouclés, portait un manteau en haillons 2 fois sa taille et était assise au bord du lit d'hôpital, ses petites mains tremblantes tenant un chapelet bleu. Ses yeux ne quittaient jamais sa mère, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. La peur de la perte était si grande qu'elle faisait trembler son petit corps, tandis que les souvenirs du dernier Noël heureux envahissaient son esprit. « Maman, te souviens-tu quand tu m'as donné ce chapelet le dernier Noël? Tu as dit que c'était pour que je ne me sente jamais seule, que chaque fois que je priais, tu serais avec moi. » Naomi, avec un visage pâle et émacié par la maladie, essayait de se repositionner dans le lit, ses doigts fins cherchant la main de sa fille. L'écharpe colorée couvrant sa tête ne pouvait cacher les signes des traitements agressifs que son corps endurait. Ses yeux, autrefois si vifs et brillants, portaient maintenant un mélange d'amour et d'inquiétude en regardant sa petite fille. L'effort pour parler était visible, mais elle avait besoin de répondre, avait besoin qu'Amélia comprenne combien elle était aimée. « Je me souviens, mon amour, et cela ne changera jamais, Amélia, même quand je ne serai plus là. Chaque fois que tu tiens ce chapelet, chaque fois que tu pries, je serai à tes côtés, prenant soin de toi, ma petite guerrière. » Le cœur d'Amélia se serra en voyant sa mère, âgée de 28 ans, lutter contre un cancer qui consumait non seulement son corps mais aussi ses rêves. Les machines autour du lit maintenaient un rythme régulier, comme un compte à rebours que la fille refusait d'accepter. Ses petites mains tenaient le chapelet si fort que les perles laissaient des marques sur sa peau, comme si cet objet pouvait magiquement guérir sa mère. L'espoir enfantin vivait encore dans son cœur, même face à toute la tristesse qui l'entourait. « Tu vas bientôt te rétablir, n'est-ce pas? Nous devons faire ce voyage à la plage que tu as promis, tu as dit que tu m'apprendrais à nager, te souviens-tu » Naomi prit une profonde inspiration, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de tomber. Le bruit du ventilateur cassé ne pouvait étouffer les sanglots étouffés de sa fille. La douleur dans sa poitrine n'était pas seulement due à la maladie, mais surtout au fait qu'elle ne verrait pas sa petite fille grandir, ne serait pas là pour la protéger des défis à venir. Ses doigts fragiles caressaient les cheveux bouclés d'Amélia, mémorisant chaque détail de ce visage bien-aimé. « Ma petite, tu as toujours été forte, plus longtemps que moi. Depuis ta naissance, te battant pour vivre dans l'incubateur, tu as montré ta détermination. C'est pourquoi j'ai choisi ton nom, Amélia, ma guerrière. Tu dois être forte maintenant plus que jamais. » Depuis le couloir, la voix de Vivien, la grand-mère d'Amélia, résonnait de plus en plus fort, se disputant avec l'infirmière au sujet des visites. Son ton autoritaire et amer faisait se recroqueviller Amélia dans sa chaise, son petit corps essayant de se faire encore plus petit. Les cris de sa grand-mère rappelaient à Amélia tous les moments où elle avait critiqué sa mère, tous les regards désapprobateurs qu'elle avait reçus. La peur de l'avenir commençait à prendre forme dans son cœur enfantin. Pourquoi mamie est-elle toujours si en colère? Maman, pourquoi ne nous aime-t-elle pas comme les autres grand-mères, pensa la fille. Naomi ferma les yeux un instant, rassemblant la force pour parler. Le moniteur cardiaque commença à émettre des bips plus lents et sa respiration devenait de plus en plus difficile. Pourtant, elle savait qu'elle devait expliquer, devait essayer de protéger sa fille de ce qui allait venir. Les mots sortaient brisés par le manque d'air, mais chargés d'urgence. « Amélia, mon amour, je dois que tu saches quelque chose sur ton père, tu dois savoir que… » Un violent accès de toux interrompit ses paroles, faisant tordre son corps frêle de douleur. Naomi ferma les yeux un instant, rassemblant ses dernières forces. Le moniteur cardiaque émettait des bips de plus en plus lents et sa respiration devenait de plus en plus difficile. Pourtant, elle savait qu'elle devait essayer une dernière fois. « Amélia, mon amour, je dois que tu saches que ton père, il est… » Elle commença à dire, mais un violent accès de toux interrompit ses mots, faisant tordre son corps frêle de douleur. Vivien fit irruption dans la chambre à ce moment-là, ses talons aiguilles résonnant comme le tonnerre dans les oreilles effrayées d'Amélia. Son parfum coûteux et étouffant se mêlait à l'odeur de l'hôpital, tandis que ses yeux lançaient des regards de mépris à sa petite fille. « Assez de ces pleurs, Naomi. Comment peux-tu insister, même dans tes derniers moments, à créer des fantasmes pour cet enfant? Laisse cette fille apprendre à quel point la vie est dure, dit la grand-mère alors que les moniteurs commençaient à biper frénétiquement. L'équipe médicale accourut dans la chambre, alertée par le bruit croissant des équipements médicaux.
Amélia lutta contre la poigne ferme de Vivien qui la tirait hors du lit. Ses larmes chaudes maculaient le chapelet bleu qu'elle tenait entre ses petits doigts. « Maman, ne me laisse pas, s'il te plaît. Maman, ne pars pas encore, tu n'as pas fini de me parler de mon père, maman. » Naomi, dans son dernier souffle de conscience, fixa les yeux de sa fille, tout l'amour d'une vie essayant de s'exprimer dans un dernier regard. Les mots sortirent comme un murmure, presque perdu dans le chaos des machines. « Je t'aime, ma victoire. Tu es la chose la plus précieuse. Sois forte, ma guerrière. » Le son continu du moniteur remplissait la chambre, marquant le moment où Amélia devint orpheline. Vivien traîna sa petite fille hors de la chambre avec une force inutile, ses ongles rouges laissant des marques sur les bras fins de la fille. « Maintenant, c'est moi qui vais mettre de l'ordre dans ta vie, fille. Ta mère t'a gâtée avec tout ce choyer et cet amour exagéré. Dans ma maison, tu apprendras la discipline et tu pourras oublier cette histoire de père. Aucun homme ne voulait avoir quoi que ce soit à faire avec vous deux et maintenant, je suis tout ce que tu as dans le monde. Il est grand temps pour toi de rencontrer la réalité, dit-elle sans la moindre compassion pour la douleur de la fille qui venait de perdre sa mère. Amélia regardait encore en arrière à chaque pas forcé, espérant que sa mère se lèverait, que tout n'était qu'un cauchemar. Le chapelet bleu était sa seule connexion à l'amour qu'elle venait de perdre et dans son cœur, une promesse commença à se former. « Maman, s'il te plaît, reviens. Je promets que je serai sage, que je ferai tout correctement. Je ne veux pas être seule. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas ici, j'ai tellement besoin de toi, supplia la fille. » Les couloirs de l'hôpital semblaient interminables alors qu'Amélia était emmenée dans sa nouvelle vie sans le temps de traiter l'amour de sa mère. D'autres familles passaient devant elle, certaines célébrant, d'autres pleurant, mais pour Amélia, le monde avait perdu toutes ses couleurs. Entre des sanglots, ses lèvres bougeaient en une prière silencieuse. Maman disait toujours que le chapelet était pour que je ne me sente jamais seule. Mais comment ne pas me sentir seule maintenant qu'elle est partie? Comment vais-je survivre dans la maison de cette femme qui nous méprise tant? Dieu, s'il te plaît, donne-moi la force d'être la guerrière que ma mère croyait que j'étais. Quelques semaines plus tard, il n'était toujours pas 5 heures du matin quand Amélia était déjà à genoux sur le sol de la cuisine, frottant chaque carreau avec une brosse usée. Ses petits doigts meurtris ne pouvaient à peine tenir le manche de la brosse et les ampoules éclatées lui piquaient à cause du produit de nettoyage. Le chapelet bleu caché sous sa robe de nuit en haillons lui faisait mal aux côtes chaque fois qu'elle se penchait, mais c'était son seul rappel de sa mère. « Pourquoi m'as-tu laissé, maman? Pourquoi as-tu dû aller au paradis si tôt? Pourquoi m'as-tu laissé seule avec elle ?» Les semaines après les funérailles se transformèrent en une torture sans fin dans le manoir de Vivien, qui autrefois semblait un palais enchanté lors des rares visites avec sa mère, était maintenant sa prison privée. La chambre que Vivien avait promise au travailleur social n'existait jamais. Amélia dormait sur le sol froid de la buanderie, blottie parmi des seaux et des produits de nettoyage qui lui brûlaient les yeux. Chaque nuit, je rêve de toi, maman, et je me réveille en pleurant quand je réalise que je suis ici. Le petit déjeuner était toujours le même rituel humiliant. Tandis que Vivien savourait des œufs frais et un café fumant, Amélia était forcée de manger les restes de la poubelle, les restes debout dans la cuisine. Ce matin-là, lorsque son estomac grogna trop fort, Vivien fit exprès de renverser le café sur le sol fraîchement ciré. « Quelle dégoûtante fille, tu ne peux même pas rester tranquille avec ce ventre sale. Nettoie ça maintenant et ensuite tu monteras à l'étage pour ranger le grenier. » Amélia monta les escaliers grinçants avec des jambes tremblantes, portant des seaux trop lourds pour ses bras fins. Chaque marche était une torture, mais la peur de Vivien était plus grande que la douleur physique. Son dos brûlait encore des coups qu'elle avait reçus la veille quand elle avait accidentellement laissé tomber un cadre photo. Les heures s'étiraient dans le grenier poussiéreux alors qu'Amélia luttait contre la faim et la fatigue. Ses mains tremblaient en nettoyant chaque objet, craignant de casser quelque chose et de recevoir plus de punitions. La poussière entrait dans ses poumons, la faisant tousser constamment, mais elle n'osait pas s'arrêter. Vivien montait périodiquement pour superviser, mais son véritable plaisir était de tourmenter psychologiquement sa petite fille, avec chaque visite une nouvelle forme de torture, une nouvelle manière de briser l'esprit déjà fragile de la fille. Regarde ce désordre, tu ne peux même pas nettoyer correctement, espèce d'inutile, tout comme ta mère incompétente. Tu sais pourquoi cette femme sans valeur est morte? Parce qu'elle était trop faible, trop stupide pour vivre. Elle préférait mourir plutôt que de devoir regarder le monstre que tu es. Et tu vas suivre le même chemin, pourri de l'intérieur, tout comme elle. Dieu a eu la bonté d'enlever ta mère pour lui épargner encore plus de honte d'une fille bâtarde et inutile comme toi. Amélia avala ses larmes alors qu'elle poursuivait son travail forcé,
tremblant à chaque mouvement brusque de Vivien dans le grenier et essayant de ne pas laisser les mots de sa grand-mère l'atteindre. Elle ne pouvait pas pleurer. La dernière fois que sa grand-mère l'avait surprise en train de pleurer, elle avait été enfermée dans la buanderie pendant 2 jours sans nourriture, avec seulement le bruit des rats pour compagnie. Soudain, Vivien attrapa un vase antique de l'étagère et le jeta violemment au sol, faisant sursauter Amélia au bruit du verre brisé. Quelle maladresse de ma part! Regarde le désordre que tu as laissé tomber, espèce d'inutile. Descends et prends le balai maintenant, et si je trouve un seul éclat de verre quand je reviendrai ici, tu dormiras dans la cour ce soir, dit-elle. Amélia regarda ses mains déjà meurtries, ses ongles noirs de saleté, ses genoux saignant du contact avec le sol rugueux. Ses pensées s'échappaient dans un murmure douloureux. Pourquoi m'as-tu laissé avec ce monstre, maman? Il y a des jours où je peux à peine respirer de tellement j'ai peur d'elle. Vivien descendit les escaliers en distribuant des menaces, et immédiatement, Amélia commença à ramasser les éclats de verre tombés au sol, se coupant dans le processus. Après avoir tout nettoyé, elle retourna dépoussiérer les meubles. C'est alors que, cachée au fond d'une boîte poussiéreuse, Amélia trouva la photographie de sa mère, jeune et souriante avec un ventre de femme enceinte, serrant un homme élégant lors d'un pique-nique au dos, juste 3 mots qui ont tout changé, moi et Samuel. Ses doigts tremblaient en touchant le papier, comme si elle pouvait sentir la chaleur de ce moment figé dans le temps. Est-ce lui, maman? Est-il mon père? Tu as essayé de me dire son nom à l'hôpital, il se ressemble, déclara la fille, le cœur battant dans sa poitrine. Le bruit des talons de Vivien dans les escaliers fit frissonner Amélia jusqu'à ce que son sang se glacialise. Avant qu'elle puisse cacher la photo, sa grand-mère était déjà sur elle, les yeux pétillants de haine en reconnaissant l'image. D'un mouvement brutal, elle arracha la photographie des mains de sa petite fille, la déchirant en morceaux. « Petite ingérante, qui t'a donné le droit de te mêler du passé? Veux-tu finir comme ta mère » cria-t-elle. Chaque morceau de la photo tombé était comme un coup de poignard dans le cœur d'Amélia alors qu'elle essayait de récupérer des morceaux de la photo au milieu des fragments éparpillés sur le sol. Vivien saisit fermement ses bras, la traînant vers la buanderie. Le petit corps de la fille heurta les marches des escaliers, mais les cris de douleur ne faisaient qu'augmenter la fureur de sa grand-mère. « Aujourd'hui, tu apprendras à ne pas être une ingérante comme ta mère. Pas de dîner, pas d'eau, et demain je te réveillerai à 4 heures. » Enfermée dans la froideur et l'obscurité de la buanderie, Amélia sentit tout son corps lui faire mal. Le goût métallique dans sa bouche se mêlait aux larmes silencieuses enroulées dans le coin le plus sombre. Elle serra le chapelet aussi fort, son seul réconfort dans cet enfer. « Tu as dit que Dieu avait un plan pour tout le monde, maman, mais quel plan peut être si cruel pour un enfant ?» La nuit avançait et le froid de la buanderie semblait geler ses os. Amélia frissonnait, non seulement du froid mais aussi de la peur de ce que le lendemain apporterait. Ses doigts endoloris faisaient mal alors qu'elle essayait d'assembler les morceaux de la photo qu'elle avait réussi à cacher dans ses vêtements. Cet homme, Samuel, mon papa, saura-t-il que j'existe? Me viendra-t-il en aide s'il sait que je suis ici? Se demanda-t-elle en collant la photo avec un morceau de ruban adhésif trouvé au fond d'un tiroir. Un bruit à l'étage la fit se recroqueviller encore plus. C'était Vivien, marchant dans la maison, probablement à la recherche de plus de raisons pour la punir. Amélia serra ses genoux contre sa poitrine, essayant de se rendre invisible dans l'obscurité. « Je n'en peux plus, maman. Je préférerais mourir dans la rue que rester ici, même si je meurs de froid. Ça ne peut pas être pire que de vivre avec ce monstre dans la solitude de la nuit. » Une décision née du désespoir commençait à se former. Ce n'était pas du courage, c'était un pur instinct de survie. Amélia savait que si elle restait là, Vivien mettrait fin à sa vie avec les morceaux de la photo dans ses mains, à côté du chapelet. Elle commença à planifier sa fuite. « Je ne sais pas ce qu'il y a dehors, maman, mais ça ne peut pas être pire que de mourir ici. » Amélia attendit jusqu'à ce qu'elle entende les ronflements lourds de Vivien à l'étage. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir les morceaux de la photo, mais elle savait que c'était sa seule chance. Si elle pouvait s'échapper, peut-être pourrait-elle trouver Samuel, son père. S'il souriait sur la photo avec sa mère, peut-être juste peut-être qu'il ne serait pas aussi cruel que Vivien. C'était son seul espoir. « Je dois m'échapper d'ici, maman, même si c'est pour mourir. » Essayant d'entrer dans le salon, l'horloge sonnait minuit, chaque son résonnant comme une sentence. Amélia savait qu'elle devait attendre encore quelques heures jusqu'à ce qu'elle soit sûre que Vivien dormait profondément. Allongée sur le sol froid, elle essayait d'ignorer la faim qui rongeait son estomac et les diverses ecchymoses qui lui faisaient mal partout dans le corps. « Je souhaite juste que tu sois là, maman. Je voulais juste un de tes câlins avant d'affronter le monde seul. »
La fuite se produisit tôt un matin glacé, lorsque les ronflements de Vivien résonnèrent enfin dans le couloir. Amélia attendit encore 10 minutes interminables, comptant chaque seconde, avant d'essayer de forcer la petite fenêtre rouillée de la buanderie. Le métal grinça, faisant presque arrêter son cœur. Elle resta figée sur place pendant 1 minute, attendant les pas furieux de sa grand-mère, mais ils ne vinrent pas. Avec des doigts tremblants de froid et de peur, elle continua à pousser lentement, chaque bruit semblant du tonnerre dans ses oreilles. Le vent hivernal mordant perça sa robe de nuit fine quand elle réussit enfin à ouvrir suffisamment d'espace pour passer. En se contorsionnant à travers l'étroite ouverture, un bruit à l'étage la paralysa, une moitié de son corps à l'intérieur, une moitié à l'extérieur. Ses genoux éraflés brûlaient contre le ciment rugueux, mais elle n'osa pas bouger. Les escaliers lentement traînant de Vivien. Amélia retint son souffle, sentant son cœur battre si fort qu'elle était sûre que sa grand-mère pouvait l'entendre. Les morceaux de la photo collée glissaient presque de ses doigts engourdis, son seul guide pour trouver son père. Le bruit d'une porte s'ouvrant à l'étage, plus de pas. Amélia commença à ramper plus vite, désespérée, sentant sa peau se déchirer sur le métal rouillé. Une lumière s'alluma quelque part dans la maison. « S'il te plaît, Dieu, ne la laisse pas me rattraper. Si elle me trouve en train de m'échapper cette fois, elle me tuera vraiment. » Oh, les pas descendaient maintenant les escaliers. Avec une dernière poussée douloureuse, Amélia réussit à se jeter dehors, tombant avec un bruit sourd sur l'herbe gelée. Elle ne pouvait pas attendre de voir si elle avait été entendue. Elle se releva en sautant et courut dans la nuit, laissant derrière elle des gouttes de sang sur la neige qui commençait à tomber. Le premier matin dans les rues fut brutal. Amélia se blottit sous le haut vent d'un magasin fermé, frissonnant violemment en regardant les premiers travailleurs pressés passer. Personne ne regardait la fille sale et blessée, c'était comme si elle était invisible. Son estomac lui faisait mal de faim et sa langue était sèche de soif. Comment les gens peuvent-ils simplement passer à côté? Ne voient-ils pas que je suis juste une enfant gelée ici? Les jours s'étiraient dans une routine de survie. Amélia apprit rapidement que les boulangeries jetaient le pain rassis à la poubelle avant de fermer et que certains restaurants laissaient les restes de nourriture dans des sacs séparés. Ses petits doigts, autrefois blessés par les produits de nettoyage, étaient maintenant blessés en fouillant dans les poubelles à la recherche de quelque chose à manger. Au moins dans la poubelle, il n'y a personne pour me crier dessus ou me frapper. C'est dégoûtant, mais c'est mieux que de me faire battre par mamie. Les nuits étaient les pires moments, le froid hivernal pénétrait ses os et même le carton qu'elle collectait ne suffisait pas à la réchauffer. Amélia regardait les lumières des maisons s'allumer, imaginant des familles assises pour le dîner, des enfants prenant un bain chaud avant de se coucher. À quoi cela ressemblerait-il d'avoir à nouveau un endroit chaud pour dormir? Je ne me souviens même plus de ne pas avoir froid tout le temps. La ville commençait à se préparer pour Noël, les travailleurs installaient des lumières colorées sur les arbres de la place et les vitrines des magasins se paraient de décorations festives. Amélia passait des heures à regarder les bonhommes de neige mécaniques, le Père Noël souriant, essayant de se distraire de la faim qui lui tenaillait l'estomac. Ils font semblant que tout le monde est heureux à Noël, mais qu'en est-il de ceux qui n'ont rien et de ceux qui n'ont personne, se demandait-elle. Pendant la journée, elle errait dans le centre-ville, toujours vigilante. Ses vêtements de plus en plus sales et déchirés faisaient traverser la rue aux gens lorsqu'ils la voyaient approcher. Les gardes de sécurité l'expulsaient brutalement quand elle essayait de se réfugier du froid. Pourquoi tout le monde a-t-il si peur d'une enfant? Je voulais juste un petit coin pour me réchauffer. L'odeur de nourriture chaude venant des restaurants était un tourment constant. Amélia se tenait devant les portes des établissements, son estomac grognant si fort que parfois cela attirait l'attention des clients. Certains détournaient le regard, embarrassés, d'autres grommelaient contre les enfants de la rue qui devraient être à l'école. Si je savais, je donnerais n'importe quoi pour être en classe maintenant, même avec les enfants qui se moquent de mes vêtements. Les auvents devinrent sa seule protection contre la neige qui commençait à tomber. Amélia développa une carte mentale des meilleurs endroits pour passer la nuit, ceux où le vent soufflait moins, où les gardes étaient moins violents, où il y avait une chance de trouver du carton sec. Chaque nuit est une bataille contre le froid. Parfois, je me réveille et je ne peux plus sentir mes orteils. Le reflet dans les vitrines montrait une personne qu'elle reconnaissait à peine. Ses cheveux autrefois bouclés étaient emmêlés et endurcis par la saleté, ses joues autrefois potelées étaient maintenant creusées par la faim constante. Les blessures de la maison de sa grand-mère n'étaient pas complètement guéries quand de nouvelles apparaissaient déjà de la vie dans les rues. Est-ce que je me reverrai un jour dans le miroir et me reconnaîtrai, ou serai-je à jamais cette mendiante que tout le monde évite? Les familles faisant leurs achats de Noël étaient les plus difficiles à regarder. Des enfants s'accrochant aux mains de leurs parents,
suppliant des jouets tandis que les adultes se disputaient sur les festins et les cadeaux. Amélia se cachait dans l'ombre, trop honteuse pour mendier mais trop affamée pour ne pas rêver des friandises dans les vitrines. Un jour, je trouverai mon papa, il m'achètera des cadeaux et me donnera tous les bonbons du monde, rêvait la fille, ressentant que rêver était sa seule échappatoire silencieuse. Le froid s'intensifiait chaque jour et Amélia commençait à craindre de ne pas survivre à l'hiver. Ses lèvres étaient toujours violettes et une toux sèche commençait à s'installer dans sa poitrine. La nuit, en essayant de dormir blottie sous des couches de carton, elle entendait des chansons de Noël jouer dans les magasins. Tandis que les chansons de Noël jouent, j'imagine être à l'intérieur d'une maison chaude, chantant avec mon papa. Est-ce que j'aurai ça un jour aussi? La recherche de son père semblait de plus en plus impossible. La ville était trop grande et elle trop petite. Sa force diminuait chaque jour sans nourriture adéquate et le froid consommait toute l'énergie qui lui restait. Les morceaux de la photo étaient sa seule connexion à une possibilité de salut. Et s'il n'est même plus dans cette ville? Et s'il meurt de froid avant que je le trouve? Les décorations de Noël devenaient plus élaborées chaque jour. De grands arbres illuminés apparaissaient dans les places et les chorales répétaient des chants festifs sur les marches des églises. Amélia regardait tout de loin, regardant toutes ces lumières brillantes. Je peux presque imaginer qu'une d'elles brille juste pour moi, me guidant vers un endroit où je trouverai mon père. Les jours se brouillaient dans une routine de faim et de froid. Amélia ne savait plus combien de temps elle était dans les rues. Cela pouvait faire des semaines, voire des mois. Son petit corps avait appris à se contorsionner de manière impossible pour se réchauffer et son estomac ne grognait plus autant, s'habituant à être vide. Il y a des fois où la faim fait tellement mal que je préférais les coups de mamie, au moins là, j'avais quelque chose à manger. Un jour particulièrement froid, Amélia trouva refuge à la porte arrière d'un restaurant élégant. L'odeur de la nourriture sortant des fenêtres de la cuisine était insupportable, faisant tordre son estomac de douleur. À travers les fenêtres embuées, elle pouvait voir des familles entières dîner, rire, célébrer. Je vois toutes ces familles heureuses dîner et je me demande à quoi cela ressemblerait si mon père était à l'une de ces tables. Aime-t-il la nourriture de Noël? Laisserait-il une place vide à table pour moi s'il savait que j'existe? Se demanda-t-elle alors qu'elle voyait son père quitter le restaurant main dans la main avec sa fille. Amélia fit une prière. Mon Dieu, j'étais très triste quand maman est allée vivre au paradis. Pardonne-moi de m'être fâchée contre toi, elle me manque. Si ce n'est pas trop demandé, pourrais-tu m'apporter mon papa comme cadeau de Noël? Je promets d'être une bonne fille et de toujours te rendre fière, toi et lui. Elle pria alors qu'elle se coucha sur le carton, grelottant de froid. Le lendemain, l'odeur de nourriture chaude s'échappant de la porte du restaurant faisait encore plus mal à l'estomac d'Amélia. Blottie contre le mur de briques exposé du restaurant, elle regardait les gens entrer leurs manteaux coûteux et bijoux brillants, contrastant avec ses propres haillons sales. Le vent glacé me coupe la peau, mais l'arôme du pain frais me garde paralysée, hypnotisée par la possibilité d'obtenir des restes. Si je reste vraiment silencieuse, peut-être que personne ne me remarquera. Je dois juste attendre qu'il ferme, il doit rester quelque chose. Un couple élégant s'approcha de l'entrée. La femme ajusta son manteau matelassé en voyant Amélia. La dame serra son sac à main de designer contre sa poitrine et tira son mari par le bras. Henri, regarde ça, comment permettent-ils ce genre de gens à l'entrée d'un restaurant de ce niveau? Scandaleux, garde, cria-t-elle. La garde de sécurité s'approchait déjà. Ses grandes mains rugueuses attrapèrent Amélia par le bras, la traînant loin de l'entrée. Sors d'ici, sale fille. La prochaine fois, j'appellerai la police. Amélia avait à peine réussi à se lever quand elle entendit des rires cruels. Un groupe d'enfants bien habillés, probablement de son âge, pointait du doigt et se moquait de ses vêtements en haillons. L'un d'eux, avec des rubans dans ses cheveux parfaitement coiffés, poussa les autres. Regarde, elle porte un sac poubelle, ça lui va, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'elle est, de la poubelle, dit la fille, faisant grandir les rires. Amélia sentit les larmes brûler ses yeux. Pourquoi doivent-ils être si méchants? J'avais aussi des rubans dans mes cheveux autrefois. Une fois, la lueur dorée des lumières du restaurant attira de nouveau son attention. Amélia se traîna de retour près de l'entrée, cette fois partiellement cachée derrière une colonne décorative. Ses doigts tremblaient du froid et son ventre lui faisait tellement mal qu'elle pouvait à peine se tenir debout. C'est alors qu'elle remarqua un homme plus âgé la regardant par la porte de la cuisine. Contrairement aux autres, ses yeux ne montraient ni dégoût ni colère, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, de la compassion. L'homme qu'Amélia découvrit bientôt être le propriétaire du restaurant s'approcha lentement, comme quelqu'un essayant de ne pas effrayer un animal blessé.
Son tablier blanc était taché de diverses sauces et ses mains calleuses trahissaient des années de travail acharné dans la cuisine. « Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé, petite ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque paternelle. Amelia ne pouvait pas répondre, son estomac répondit pour elle en grondant bruyamment, assez fort pour être entendu même par-dessus le bruit du restaurant. « Viens avec moi, dit-il en tendant la main. Je peux te donner une assiette de nourriture chaude, mais en échange, j'ai besoin d'aide pour nettoyer la cuisine. Nous avons trop de vaisselle à laver aujourd'hui, dit-il. Amelia hésita une seconde avant de suivre l'homme. La chaleur de la cuisine la frappa comme une étreinte longtemps oubliée et l'odeur de la nourriture la fit chanceler. « Je me demande si je me souviens encore du goût de la vraie nourriture », se demanda-t-elle en entrant dans le restaurant. La pile de vaisselle semblait interminable, mais Amelia s'en moquait. Chaque assiette propre la rapprochait d'un repas chaud, quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis des semaines. Ses petites mains travaillaient rapidement, déterminées à prouver sa valeur. Par la fenêtre donnant sur la salle à manger, elle pouvait observer les clients à leurs tables élégantes, savourant des plats dont elle ne savait même pas prononcer un seul nom. Un jour, je pourrais entrer dans un endroit comme celui-ci par la porte d'entrée, tout comme toutes ces personnes. Le bruit des couverts et des conversations remplissait la pièce. Lorsque la porte du restaurant s'ouvrit de nouveau, Amelia continua sa tâche. Mais quelque chose la fit regarder vers la salle à manger à cet instant précis, son cœur s'arrêta. Le fait d'être conduit à la meilleure table du restaurant, c'était lui, le même homme de la photo, plus âgé avec quelques mèches grises aux tempes, mais inimitable, son père. Les mains d'Amelia tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber l'assiette qu'elle tenait. « C'est lui, c'est mon père. Après l'avoir cherché si longtemps, il est ici, pensa-t-elle, ses pensées presque incohérentes. Le monde sembla ralentir alors qu'Amelia observait chacun de ses mouvements à travers la fenêtre de la cuisine. La façon dont il ajustait la serviette sur ses genoux, comment il souriait au serveur, comment ses yeux parcouraient le menu avec familiarité. Chaque geste était un trésor qu'elle essayait de graver dans sa mémoire. « Il semble si gentil, reconnaîtra-t-il moi? Veut-il de moi ?» se demanda-t-elle derrière les casseroles et la vapeur de la cuisine. Amelia poursuivit son travail mécanique, mais ses yeux ne pouvaient se détacher de la silhouette élégante dans la salle à manger. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Il est là, si proche et pourtant si loin, séparé par une fenêtre et un monde entier de différence. Comment puis-je le rejoindre, lui, comment puis-je lui dire qui je suis quand j'ai l'air d'une mendiant? Amelia nettoya la même assiette pour la 3e fois, hypnotisée par la présence de son père. Il venait de passer sa commande, ses gestes polis remerciant le serveur. Soudain, il regarda vers la cuisine. Amelia se baissa rapidement, son cœur presque sautant de sa poitrine. Et s'il m'a vu? Et s'il m'a reconnu d'une manière ou d'une autre? Non, comment pourrait-il? Il ne sait même pas que j'existe. Ou peut-être que ma mère lui a envoyé des photos de moi. L'odeur de son parfum coûteux atteignait jusqu'à la cuisine lorsqu'il passa devant la porte de service. Amelia prit une profonde inspiration, essayant de retenir ce parfum si différent de l'odeur de la rue qui était maintenant devenue une partie d'elle. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir les assiettes. Je dois trouver un moyen de lui parler, je dois lui montrer la photo, mais et s'il me chasse comme tout le monde? Et s'il est méchant avec moi parce que je suis sale et que je vis maintenant dans la rue? Quelques minutes plus tard, le propriétaire du restaurant revint dans la cuisine avec un bol de soupe fumante et un morceau de pain. « Tiens, petite, tu as bien travaillé, dit-il en souriant à la fille. Amelia le remercia abondamment pour l'assiette de nourriture et ses yeux se tournèrent de nouveau vers la table de son père, son cœur partagé entre la faim dévastatrice et la peur de le perdre de vue. Et s'il part avant que je ne trouve le courage? Et si c'est ma seule chance? L'arôme de la soupe était irrésistible, mais chaque cuillerée était accompagnée d'un regard anxieux vers la salle à manger. Amelia mangeait lentement, essayant de faire durer le repas aussi longtemps que possible, le même temps qu'il faudrait à son père pour finir son dîner. Ses pensées tournaient incontrôlablement. Il doit avoir de l'argent, il doit vivre dans une belle maison chaleureuse, a-t-il de la place pour une personne de plus? Alors qu'elle nettoyait plus d'assiettes, Amelia ressentait le poids des morceaux de la photo dans sa poche. Cette vieille image maintenant précautionneusement réparée était sa seule preuve, son seul lien avec l'homme élégant qui dînait à quelques mètres seulement d'elle. Je dois lui montrer, je dois essayer, mais d'abord je dois paraître au moins un peu plus présentable. Je ne peux pas simplement me présenter comme ça. Quelques minutes plus tard, le téléphone portable de Samuel commença à sonner de manière insistante. Pendant le dîner, Amelia le regarda se lever élégamment, s'excusant auprès de sa femme et marchant vers la porte du restaurant.
Ses mains tremblaient alors qu'elle laissait tomber les assiettes dans l'évier. C'était sa chance. Le cœur battant, Amelia sécha ses mains sur l'apron improvisé et sortit les morceaux de la photo de sa poche. C'est maintenant ou jamais, je dois le lui montrer avant qu'il ne retourne à la table. Amelia avait à peine fait 2 pas vers la porte de la cuisine lorsqu'elle remarqua quelque chose qui fit chuter son cœur. La femme accompagnant Samuel caressait distraitement un petit ventre visible et enceinte. Le choc la paralysa un instant, mais elle n'eut pas le temps de traiter la découverte. Un cri perçant traversa l'air. À la table que Samuel venait de quitter, la femme qui l'accompagnait, qu'elle découvrirait plus tard s'appelait Juliana, commença à trembler violemment, les yeux se retournant dans leurs orbites. Le verre d'eau se renversa, répandant des éclats de cristal sur le sol tandis que son corps enceinte se débattait contre la chaise. Les serveurs se figèrent, certains clients crièrent, d'autres observaient simplement avec horreur. « Mon Dieu, elle et le bébé vont être blessés, pourquoi personne ne fait rien ?» se demanda-t-elle sans hésiter. Amelia courut à la table. Des années à regarder sa mère avoir des crises pendant la chimiothérapie lui avaient appris exactement quoi faire. Elle poussa la table de côté, protégeant Juliana de heurter sa tête, et d'un mouvement rapide la tourna sur le côté. « Quelqu'un appelle une ambulance, vite, elle fait une crise » cria-t-elle en maintenant fermement la tête de la femme, essayant de l'empêcher de se blesser. C'est alors qu'une voix aiguë s'éleva au-dessus de la confusion. Une dame d'âge moyen pointait du doigt tremblant avec le visage contorsionné en un masque d'accusation. « Je l'ai vu, cette mendiant a mis quelque chose dans son verre. » Elle surveillait la table pendant des heures à travers la fenêtre de la cuisine. Elle a empoisonné cette pauvre chose. La panique se propagea comme une traînée de poudre dans la salle à manger, transformant instantanément la scène de sauvetage en lynchage. Les paroles de la femme semblaient avoir brisé un certain type de barrage. Soudain, d'autres voix rejoignirent le cœur des accusations. « C'est vrai, je l'ai aussi vue rôder autour de la table », quelqu'un cria. « Appelez la police, elle doit être une voleuse », hurla un autre. Amelia continuait de tenir Juliana, désespérée pour l'empêcher de se blesser pendant la crise. « Non, vous ne comprenez pas, je voulais juste aider. Je sais comment prendre soin de quelqu'un qui fait une crise. » Le garde de sécurité qui l'avait précédemment expulsé la saisit violemment par les bras, la tirant loin de Juliana. Amelia se débattit. « S'il vous plaît, laissez-moi expliquer, cet homme est mon père. J'ai une photo de lui avec ma mère, s'il vous plaît. » Le propriétaire du restaurant, qui venait de la rencontrer quelques minutes plus tôt et avait été si gentil, la regarda maintenant avec un mélange de déception et de colère. « Comment ai-je pu être si naïve en laissant une mendiant entrer dans ma cuisine ?» Ces mots faisaient plus mal que la prise du garde de sécurité sur ses bras. Amelia essaya d'expliquer entre des sanglots. « Je n'ai rien fait, je voulais juste aider, tout comme j'ai aidé ma mère quand elle est tombée malade. » Le tumulte augmentait. Quelqu'un avait appelé la police, d'autres criaient pour donner une leçon à la fillette, tandis que les plus sensés tentaient d'aider Juliana qui convulsait encore. Amelia vit Samuel courir de nouveau dans le restaurant, le visage pâle par l'inquiétude pour sa femme. Le garde de sécurité la traîna vers la sortie arrière, ses pieds à peine touchant le sol. Amelia regardait, impuissante, un autre employé balayer les morceaux de sa seule preuve dans la poubelle, avec les éclats de verre brisés. Ses larmes coulaient maintenant librement, se mêlant à la sueur de la panique. « Vous ne comprenez pas, j'ai essayé d'aider, je ne blesserai jamais personne, surtout pas une femme enceinte. » La porte arrière fut poussée violemment et Amelia fut littéralement jetée dans la neige de la ruelle. Ses côtes brûlaient là où le garde de sécurité l'avait saisie et ses genoux étaient blessés par l'éclat de verre qu'elle avait rampé pour aider Juliana. Le froid punissait de nouveau son corps mal protégé. « Pourquoi personne ne me croit jamais ? Pourquoi pense-t-il toujours que je suis coupable ?» La sirène de l'ambulance approchait déjà lorsqu'Amelia tenta une dernière fois d'entrer dans le restaurant. Elle devait aller voir son père, il devait le faire comprendre, mais le garde de sécurité était prêt, repoussant la fille et la faisant trébucher. « Sors d'ici maintenant ou la prochaine fois, je ne serai pas si douce. » Amelia s'éloigna en titubant du restaurant derrière elle, elle pouvait entendre la confusion augmenter, les gens crier, les sirènes, les portes claquer. Sa seule chance de trouver son père s'était transformée en cauchemar. Amelia se traîna jusqu'à un auvent voisin, son corps tremblant incontrôlablement. Par la fenêtre du restaurant, elle pouvait voir les ambulanciers s'occuper de Juliana tandis que Samuel tenait la main de sa femme avec inquiétude. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent à travers le verre, mais ce ne fut que quelques secondes avant que son père ne détourne à nouveau son regard vers sa femme. Le vent froid dans la ruelle semblait encore plus tranchant maintenant. «
Ou peut-être était-ce simplement son cœur brisé qui faisait paraître tout plus mauvais. Amelia observa le tumulte dans le restaurant pendant quelques minutes de plus, voyant son dernier espoir être emporté dans l'ambulance. J'ai tout perdu, la chance de rencontrer mon père. Maintenant tout ce qui me reste, c'est la rue à nouveau. Les derniers clients se hâtèrent de quitter le restaurant, commentant toujours la mendiante qui avait essayé de prendre la vie de la femme enceinte. Amelia entendait leurs commentaires malveillants, impuissante à défendre son innocence. Maintenant, en plus d'être affamée et seule, elle était une criminelle aux yeux de tous. Comment la vie a-t-elle pu changer si vite? Une minute j'étais si proche de trouver mon père, la suivante je suis une empoisonneuse. Et au fur et à mesure que la nuit avançait, Amelia resta blottie sous l'auvent, incapable de bouger, chaque pouce de son corps endolori par les coups, le froid, le rejet. Le restaurant commençait à éteindre ses lumières, revenant à la normale comme si rien ne s'était passé, mais pour Amelia, rien ne serait plus jamais normal. Peut-être que c'est mieux ainsi, peut-être que c'est mieux s'il ne sait jamais qu'il a une fille pauvre comme moi. Quelques heures plus tard, dans la salle d'hôpital la plus luxueuse de la ville, mais aucun des conforts du monde ne pouvait atténuer la douleur qui planait dans l'air. Samuel tenait fermement la main de Juliana, leurs doigts entrelacés comme s'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre empêcher un autre morceau de leur rêve de s'échapper. Le moniteur cardiaque marquait un rythme régulier, presque ironique dans sa stabilité, alors qu'ils attendaient que le médecin revienne avec les résultats des tests. « S'il te plaît, mon amour, reste calme, tout ira bien cette fois, tu verras. » Le médecin entra dans la salle avec des pas lourds, portant un dossier qui semblait peser des tonnes. Ses yeux fatigués et la façon dont il ajustait sa cravate disaient tout. Ses lèvres hésitèrent à prononcer les mots. Juliana serra la main de Samuel plus fort, ses ongles laissant des marques sur sa peau. « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi que mon bébé et ma femme vont bien, s'il vous plaît. » Le silence qui suivit les paroles du médecin était assourdissant, comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Le médecin, avec ses 30 ans d'expérience, n'avait jamais été habitué à ces moments. Sa voix grave tenta de paraître professionnelle, mais la compassion s'échappait entre les mots. « Je suis désolé, mais le manque de était trop sévère, la pression est montée de manière incontrôlable, causant des dommages irréversibles. Nous n'avons pas pu sauver le fœtus, dit-il. » Samuel sentit le monde tourner, ses jambes s'affaiblissant sous le poids de cette phrase dévastatrice qu'il connaissait trop bien. Il dut s'appuyer sur le lit pour ne pas tomber, ses doigts agrippant le métal froid de la rampe comme s'il pouvait s'ancrer à la réalité. C'était la 3e fois qu'ils entendaient ces mots, d'abord avec Miguel, puis avec Sofia et maintenant avec Gabriel, la 3e fois que leur rêve était brisé, qu'un nom choisi avec tant d'amour devenait juste une autre cicatrice dans leur cœur. Juliana poussa un cri qui semblait venir des profondeurs de son âme, un son primitif de douleur qui fit que les infirmières dans le couloir s'arrêtèrent dans leurs tâches. « Non, non, pas mon bébé, pas encore, supplia-t-elle, ses mains instinctivement volant vers le ventre silencieux, cet espace vide qui abritait toutes ses espérances il y a seulement quelques heures. La nurserie à la maison, peinte en aquamarine, après tant de discussions, les petits vêtements déjà organisés dans les tiroirs, les jouets attendant de petites mains qui ne les toucheraient jamais, tout cela traversa leurs esprits comme des éclairs tortueux. Samuel essaya de rejoindre sa femme, mais son corps ne répondit pas. Il était piégé dans ce moment terrible, revivant chaque perte, les nuits blanches à l'hôpital, les jours sans fin de deuil pour Sofia et maintenant Gabriel qui n'avait même pas eu la chance de se battre. Les paroles du médecin résonnaient dans son esprit comme une cloche funèbre. « Nous n'avons pas pu sauver le bébé, nous n'avons pas pu sauver, nous n'avons pas pu sauver. » Juliana répéta, se tordant dans le lit, ses sanglots secouant tout son corps alors qu'elle murmurait le nom qu'elle n'appellerait jamais. « Gabriel, mon petit Gabriel, maman t'aime tellement, reviens-moi, s'il te plaît, reviens-moi. » Elle suppliait en pleurant, le moniteur cardiaque enregistrant ses battements de cœur accélérés, son corps réagissant au traumatisme d'une autre perte, d'un autre rêve brisé. Samuel parvint enfin à bouger, enveloppant sa femme dans ses bras, sentant ses larmes tremper sa chemise alors que les siennes tombaient silencieusement. C'était la 3e fois et chaque fois ça faisait plus mal, chaque fois déchirant un plus grand morceau de leurs âmes. Pourquoi, Dieu, pourquoi nous fais-tu rêver seulement pour tout nous enlever encore? Que avons-nous fait pour mériter autant de douleur, pensa-t-il. Le médecin eut un reniflement, ajustant ses lunettes comme s'il se préparait à livrer un autre coup. Ces années d'expérience ne rendaient pas ces moments plus faciles. Il y a quelque chose d'autre dont nous devons discuter, monsieur. Comme nous le savons, cette dernière fécondation a été réalisée avec votre dernier échantillon viable. En raison de votre condition, le médecin commença à expliquer, mais Samuel serra les yeux, fermant les paupières. Les mots du médecin coupant comme des rasoirs.
S'il vous plaît, docteur, pas devant elle, pas maintenant. Mais Juliana était déjà assise sur le lit, ses yeux rouges fixés sur le médecin, exigeant la vérité complète. Le docteur Martinez continua dans un ton professionnel, à peine dissimulant sa compassion. Votre stérilité est irréversible et les traitements précédents ont épuisé tous les échantillons que nous avons pu conserver. Scientifiquement parlant, il n'y a plus de possibilité de tentative supplémentaire. Le médecin conclut. Samuel marcha jusqu'à la fenêtre de la chambre, incapable de faire face à sa femme à ce moment-là. Il voulait la consoler, mais il ne savait pas quel mot dire ni ce qui pourrait diminuer la douleur de la femme qui l'aimait tant. En bas, dans la cour de l'hôpital, des familles entières allaient et venaient, des parents portant des ballons roses et bleus, des enfants courant partout, la vie pulsant à chaque coin. Sa voix sortit étranglée. Nous avons dépensé une fortune pour ces traitements, tout ça pour une chance de devenir parents. Juliana était maintenant recroquevillée sur le lit, serrant une paire de chaussons de bébé minuscules qu'elle avait achetés la semaine précédente. Les petits chaussons blancs au crochet semblaient minuscules dans ses mains tremblantes. Elle les avait choisis personnellement, imaginant les petits pieds qui ne les porteraient jamais. C'était notre dernier bébé, notre dernière chance et je l'ai perdu. Le médecin tenta d'expliquer d'autres options, adoption, maternité de substitution, nouveaux traitements expérimentaux, mais ces mots semblaient distants, irréels, comme s'ils parlaient une autre langue. Samuel retourna auprès de sa femme, l'enveloppant dans ses bras alors qu'elle sanglotait. « Ce n'était pas de ta faute, mon amour. La faute est à moi, mon corps qui ne fonctionne pas comme il devrait. » Les chaussons de bébé tombèrent au sol alors que Juliana s'accrochait à la chemise de son mari, son corps secoué par des sanglots violents, ses larmes tachant le tissu coûteux, créant des taches sombres qui semblaient se répandre comme sa douleur. 3 bébés, Samuel, 3 petits anges que nous n'avons jamais rencontrés. Comment pouvons-nous continuer à vivre avec tant d'amour stocké et personne pour le recevoir? La pièce plongea dans un lourd silence, brisé seulement par le bip régulier des moniteurs et les sanglots étouffés de Juliana. Samuel caressa mécaniquement les cheveux de sa femme, ses propres pensées perdues dans un tourbillon de culpabilité et de désespoir. J'ai promis de te rendre heureuse quand nous nous sommes mariés, j'ai promis de te donner une famille et j'ai échoué à toutes mes promesses. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, projetant des ombres allongées dans la pièce. Samuel regardait les rayons dorés jouer avec les chaussons tombés au sol, créant une lueur presque éthérée autour d'eux. Chaque rayon de lumière semblait se moquer de leurs rêves brisés. Comment quelque chose d'aussi petit peut représenter une perte aussi grande? Le médecin laissa des ordonnances sur la table de chevet, antidépresseurs, sédatifs, vitamines, la liste des médicaments ressemblait à un inventaire de leurs échecs, chaque pilule représentant une nouvelle défaite. Juliana ne regarda même pas les papiers, ses yeux fixés sur le vide. Même les médicaments les plus puissants ne peuvent guérir ce genre de douleur. Samuel s'éloigna à nouveau vers la fenêtre de la chambre, laissant Juliana sous les soins de l'infirmière qui venait d'entrer. Son reflet sur le verre montrait un homme vieilli de 10 ans en quelques heures seulement, les cernes profondes marquant un visage dévasté par la culpabilité. En bas, un père enseignait à son petit-fils à faire ses premiers pas. Ce moment ne sera jamais le nôtre. Le ciel commença à s'assombrir alors que Juliana s'endormait enfin, épuisée par tant de pleurs. Samuel ramassa les chaussons du sol, les gardant sur la table de nuit comme s'ils étaient des reliques sacrées à côté d'eux. La dernière échographie montrait la silhouette du bébé qu'il ne rencontrerait jamais. Comment rentrer chez nous et affronter cette pièce vide à nouveau? La nuit tomba sur la ville tandis que Samuel se laissait pleurer en silence, tenant toujours la main de sa femme endormie. Les lumières de l'hôpital commencèrent à s'allumer une par une, comme des étoiles artificielles dans le ciel de leurs rêves perdus. Ils disent que Dieu ne nous donne pas une croix plus lourde que nous pouvons porter, mais combien de croix devrons-nous encore endurer? Quelques jours plus tard, le froid de cette nuit de Noël était différent, plus mordant que d'habitude. Amelia observait à travers la vitrine du magasin tandis que les employés finissaient d'ajuster les dernières décorations. Un Père Noël mécanique saluant sans fin, des rennes dorées clignotant, des flocons de neige artificielle tombant dans une boule de verre. Son reflet dans le verre montrait une créature méconnaissable, les cheveux emmêlés, le visage émacié et creusé par la faim, de profondes cernes marquant un visage qui avait vieilli des années en quelques semaines. La neige commença à tomber plus fort et Amelia dut abandonner son chapiteau habituel. Le vent soufflait les flocons directement sur elle, se traînant à travers le quartier résidentiel. Elle pouvait voir des familles rassemblées à travers les fenêtres, l'odeur de la nourriture s'échappant par les fissures et les cheminées torturant son estomac vide, les lumières colorées des maisons projetant des ombres dansantes sur la neige comme si elle se moquait de sa misère.
ça doit être bien d'avoir une maison chaude, ça doit être bien d'avoir quelqu'un qui t'attend. J'aimerais pouvoir avoir mon papa ce soir de Noël, mais j'ai perdu ma chance. Le ciel s'assombrissait rapidement et elle savait que bientôt les familles se rassembleraient pour le festin. Son estomac lui faisait mal de faim, mais il y avait une petite étincelle d'espoir dans son cœur blessé. Elle avait entendu une dame à la porte de l'église dire que Noël est un temps de charité, d'ouverture de cœur, peut-être que cette nuit spéciale, quelqu'un aurait pitié d'elle. Les gens disent qu'à Noël, les cœurs deviennent plus tendres, que c'est un temps pour penser aux autres. Est-ce que quelqu'un partagera un morceau de pain avec moi? Les gens seront-ils plus charitables ce soir, comme le serait Jésus, se demanda-t-elle, espérant que la réponse serait vraie. Ses orteils étaient déjà engourdis dans ses baskets trempées lorsqu'elle atteignit la première maison, déterminée à prouver qu'il y avait encore de la gentillesse dans le monde. C'était une construction de 2 étages, toute décorée de lumière bleue scintillante. Rassemblant tout son courage, Amelia gravit les marches du porche et frappa à la porte. Une dame âgée apparut, son visage initialement souriant se transformant en un masque de mépris. « Sors d'ici, une mendiant la nuit de Noël ne peut être ici que pour voler. Appelle la police ?» Amelia descendit les marches en courant, trébuchant dans sa hâte d'échapper. La seconde tentative fut à une maison plus petite et plus modeste, mais également illuminée pour les fêtes. Amelia n'eut même pas le temps de frapper à la porte. Le propriétaire la vit à travers la grille et lâcha immédiatement 2 énormes bergers allemands. Les chiens avancèrent en aboyant furieusement, leurs dents scintillant sous les lumières de Noël. Amelia courut comme jamais auparavant, ses poumons brûlant de l'air glacé, jusqu'à ce qu'elle se cache derrière une benne à ordures. Pourquoi doivent-ils être si cruels? Je voulais juste un peu de nourriture. Le 3e endroit où elle tenta fut une maison de 2 étages avec une grande étoile éclairée sur le toit. La musique de Noël s'échappait par les fenêtres avec des rires et des voix joyeuses. Amelia pouvait voir la famille rassemblée autour de la table à travers le rideau fin, grands-parents, parents, enfants partageant le festin, passant autour des bols fumant d'un côté à l'autre. Ses jambes tremblaient alors qu'elle courait et sonnait à la sonnette. Le son des rires continuait, mais personne ne vint ouvrir. Elle sonna encore et encore. « Je sais que vous pouvez m'entendre, s'il vous plaît, juste un morceau de pain. » La neige tombait maintenant en gros flocons, formant une épaisse couche au sol. Amelia tituba jusqu'à la maison suivante, ses doigts si gelés qu'elle pouvait à peine former un point pour frapper à la porte. Une petite fille ouvrit les yeux, s'écarquillant à la vue de la silhouette émaciée devant elle. Elle fut rapidement tirée à l'intérieur par un père d'un enfant horrifié. « Maman, ne ouvre pas la porte aux étrangers, surtout pas à ces sans-abri, ils pourraient être drogués. » La porte claqua et Amelia entendit la serrure se tourner plusieurs fois. Le vent mordant portait les sons des célébrations, des verres qui s'entrechoquaient, des airs de Noël, des rires lointains. Amelia se traîna jusqu'à un immense sapin de Noël sur la place de la ville, ses lumières multicolores se reflétant sur la neige comme des étoiles tombées. Ses lèvres étaient violettes et elle ne sentait plus ses pieds. Est-ce que quelqu'un me manquerait si je m'endormais ici et ne me réveillais jamais? Une famille passa devant elle, portant des cadeaux et des sacs de courses de dernière minute. La mère tira sa fille plus près lorsqu'elle vit Amelia, comme si la pauvreté était contagieuse. Le père fit semblant d'être très occupé avec son téléphone portable. Cependant, la fille regarda en arrière plusieurs fois jusqu'à ce que sa mère la gronde. « Ne la regarde pas, ces gens choisissent de vivre comme ça, dit la femme. » Amelia baissa la tête, des larmes gelées sur ses joues avant même qu'elle ne tombe. L'horloge de l'église commença à sonner, annonçant officiellement la nuit de Noël. Amelia observa les gens entrer pour la messe, tous bien emmitouflés, certains portant des paniers de nourriture pour des dons. Ironiquement, aucun de ces paniers n'atteindrait Amelia, ils seraient distribués seulement aux familles enregistrées après les fêtes. Même la charité doit être enregistrée, même pour recevoir de l'aide, il faut une adresse, pensa-t-elle. Ses jambes fléchirent près d'une maison particulièrement grande avec une crèche illuminée dans la cour. L'ironie ne lui échappa pas. Marie et Joseph avaient aussi cherché refuge une nuit froide, également rejetés de porte en porte, mais au moins ils savaient l'un l'autre. Amelia était complètement seule. Est-ce que le bébé Jésus veillera sur moi ce soir? Veillera-t-il aussi sur ceux qui ont tellement faim? Est-ce que Dieu se souviendra que j'ai demandé mon papa pour Noël? Se demanda-t-elle. L'odeur de la dinde rôtie venait d'une fenêtre ouverte, faisant encore plus mal à son estomac. Amelia pouvait entendre la famille à l'intérieur prier avant le festin, remerciant pour les bénédictions reçues. Un enfant se plaignait que la nourriture prenait trop de temps. Il remercie pour la nourriture qu'ils ont mais ferme les yeux sur ceux qui n'ont rien. Une nouvelle tentative à une maison avec de grands nœuds rouges à l'entrée.
Amélia pouvait à peine se tenir debout, ses genoux tremblant violemment quand la porte s'ouvrit. Elle ne pouvait même pas demander de la nourriture, son estomac grondait si fort que la dame de la maison se recula, dégoûtée. « Trouve-toi quelque chose à faire, Noël est une célébration familiale, pas un jour de mendicité. » La porte claqua, résonnant dans la rue silencieuse. Les lumières des maisons commencèrent à s'éteindre une par une, les familles se retirant après les repas copieux. Amélia se traîna jusqu'à un chapiteau, se blottissant autant que possible pour essayer de conserver un peu de chaleur. Son corps tremblait tellement que ses dents claquaient, produisant un bruit qui semblait résonner dans la nuit vide. On dit que Noël est une saison de miracles, mais je ne pense pas que les miracles arrivent à des gens comme moi. Je voulais juste avoir une famille, quelqu'un qui voulait être avec moi ce soir. Le silence de la nuit n'était brisé que par le bruit lointain des feux d'artifice et le vent hurlant. Amélia regardait les lumières colorées se refléter sur la neige, créant des motifs hypnotiques qui lui rappelaient d'autres Noëls, d'autres vies. Son estomac avait cessé de gargouiller, maintenant il ne ressentait qu'une douleur sourde et constante. Peut-être que c'est mieux ainsi, peut-être qu'il vaut mieux ne plus rien ressentir. Amélia ferma les yeux, essayant d'imaginer la chaleur d'une étreinte, le confort d'un foyer, le goût d'un repas chaud, mais les images ne venaient plus. Elles étaient englouties par le froid, la faim, la solitude absolue de cette nuit qui aurait dû être de joie et de célébration. Comment peut-il y avoir autant de lumière dehors quand tout ce qui est en moi est si sombre? Amélia était sur le point de succomber au sommeil gelé lorsqu'une lueur intense traversa le ciel nocturne. Ce n'était pas comme les autres lumières de Noël clignotantes sur les maisons, c'était une lumière vivante et pure qui semblait pulser comme un cœur céleste. Une étoile filante déchira le ciel, laissant une traînée argentée parmi les nuages chargés de neige. Le monde entier sembla s'arrêter à cet instant. Le froid, la faim, la douleur, tout était suspendu alors qu'elle regardait cette lumière divine. C'est comme l'étoile qui guida les rois mages, pourrait-elle aussi me montrer un chemin? Se demanda-t-elle avec émerveillement. Les cloches de la cathédrale commencèrent à sonner, leur coup résonnant à travers la ville couverte de neige. Amélia se leva avec difficulté, les membres engourdis protestant à chaque mouvement, mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une force qui ne venait pas de son corps affamé mais de quelque part de plus profond. Si le bébé Jésus est né par une nuit froide comme celle-ci, il doit comprendre ma douleur, il doit m'envoyer un signe. Le chemin était difficile, ses pieds s'enfonçaient dans la neige molle, laissant une trace de petites empreintes qui furent bientôt effacées par les flocons tombants. Les lumières des maisons illuminaient son voyage, un sapin de Noël brillant à travers une fenêtre, une scène de crèche illuminée dans un jardin, c'était comme si chaque lumière était une petite étoile poursuivant le chemin que l'étoile filante avait commencé. Maman disait toujours que lorsque Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Peut-être que c'est ma fenêtre. Je dois garder la foi, je dois garder l'espoir, pensa la fille en avançant à travers le quartier aisé avec un sentiment de certitude dans sa poitrine. Les maisons devenaient plus grandes et les décorations plus élaborées, des anges lumineux jouaient des trompettes silencieuses, des rennes mécaniques hochaient la tête et d'énormes arbres brillaient comme des phares dans la nuit. D'une maison provenait le son d'un chant de Noël, la musique traversant la neige comme une prière. Amélia commença à fredonner doucement, sa voix tremblante se mêlant au vent. Ses pas la menaient dans une rue qu'elle n'avait jamais vue auparavant, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'elle était sur le bon chemin. L'enveloppe avec la photo pesait dans sa poche comme une encre d'espoir. La neige tombait maintenant plus doucement, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. C'est comme si quelqu'un me guidait, comme si maman me montrait le chemin depuis le ciel. C'est alors qu'elle le vit, un manoir qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées de Noël. Les grilles en fer forgé étaient décorées de guirlandes et de nœuds rouges dans le jardin, des dizaines de petits arbres couverts de lumière formaient un chemin jusqu'à la porte principale. Un énorme sapin de Noël pouvait être vu à travers les grandes fenêtres, ses lumières dorées versant sur la neige comme du miel. Avec des pas hésitants, Amélia traversa le jardin, chaque pas faisant battre son cœur plus vite. Les lumières des décorations se reflétaient sur les flocons de neige tombants, créant de minuscules arcs-en-ciel autour d'elle. Dans la fontaine gelée du jardin, un ange de marbre semblait lui sourire, ses ailes couvertes de neige brillant sous les lumières. Est-ce que les vrais anges existent? En suis-je un qui me guide? Maintenant, alors qu'elle atteignait la porte, ses jambes tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine se tenir debout. La couronne sur la porte exsudait un parfum de pin qui lui rappelait d'autres Noëls, des temps plus heureux avec sa mère. Sa petite main gelée hésita avant de sonner la cloche. S'il te plaît Dieu, si l'étoile m'a amené ici, c'est parce qu'il y a une raison. Ne me laisse pas seule maintenant, supplia-t-elle. Mais au fond d'elle, elle sentait son cœur en paix, une forte intuition la guidant là.
Le son de la sonnette résonna comme une cloche d'église. Amélia pouvait entendre des chansons de Noël jouer à l'intérieur de la maison, des voix étouffées, le tintement des verres. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. En attendant, elle leva les yeux vers le ciel, l'étoile qui l'avait guidée avait disparu, mais tout le ciel semblait maintenant briller d'une lumière différente. C'est le jour où tout change, je le sens, pensa Théel. La porte s'ouvrit, déversant lumière, chaleur et l'odeur de cannelle et de pain sur elle, et là se tenait Samuel, comme une figure sortie d'un rêve. Pendant un instant, c'était comme si le temps s'était arrêté. Amélia était choquée de le voir là, comme s'il était un cadeau de Noël. Père et fille se regardant pour la première fois, vraiment se regardant, sous les lumières de Noël, le pull rouge qu'il portait, les flocons de neige dansant autour des lumières dorées de l'arbre en arrière-plan, tout semblait faire partie d'un miracle soigneusement orchestré. C'est lui, c'est mon père, après tant de recherches, l'étoile m'a amené à lui, pensa la fille. La reconnaissance dans les yeux de Samuel était immédiate, la fille du restaurant, celle qui avait aidé Juliana, mais il y avait quelque chose de différent maintenant, sous les lumières de Noël. Elle semblait encore plus fragile, plus jeune, les flocons de neige s'accumulaient dans ses cheveux en désordre comme une triste couronne et ses lèvres étaient si violettes qu'elles semblaient presque noires. « Mon Dieu, toi, comment es-tu arrivée ici? Que s'est-il passé? As-tu froid, petite? Veux-tu une assiette de nourriture ?» demanda-t-il, vraiment inquiet pour la fille. Amélia essaya de parler, mais ses dents claquaient tellement que les mots sortaient hachés. Avec des doigts tremblants, elle sortit l'enveloppe froissée de sa poche. Le papier était humide à cause de la neige, mais la photo à l'intérieur restait protégée, gardant ce précieux moment du passé. « Joyeux Noël, papa », les mots sortirent comme une prière chuchotée, portant tout le poids de son voyage. Samuel prit l'enveloppe avec des mains qui tremblaient presque autant que les siennes, le papier semblait brûler ses doigts lorsqu'il l'ouvrit. Sur la photo, il vit son propre visage plus jeune souriant aux côtés de Naomi, le pique-nique, la journée ensoleillée, tout revint dans une vague de souvenirs. La musique de Noël jouant à l'intérieur de la maison semblait maintenant lointaine, comme d'une autre dimension. Naomi, ma douce et chère Naomi, sur la photo, elles étaient assises sur une couverture à carreaux rouges et blancs, les mêmes couleurs qui décoraient maintenant sa maison pour Noël. Naomi souriait, ce sourire qui illuminait ses yeux couleur miel, les mêmes yeux qui le regardaient maintenant à travers le visage gelé d'Amélia. Le destin avait des façons étranges de connecter les points, de compléter des cercles qui semblaient éternellement ouverts. Comment ai-je pu ne pas le réaliser avant? Comment n'ai-je pas vu que tes yeux étaient si semblables aux siens? Tu es sa fille, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Amélia chancela, l'effort du voyage ayant finalement eu raison d'elle. Samuel la serra avant qu'elle ne tombe, sentant à travers le tissu fin de ses vêtements combien elle était froide. C'était comme étreindre un ange de glace, fragile, cassant mais d'une certaine manière encore vivant, encore en lutte. Les lumières du sapin de Noël se reflétaient sur ses larmes gelées, les transformant en minuscules diamants. « Tu es en sécurité maintenant, tu es chez toi », la chaleur de la maison la frappa comme une vague de miséricorde. Lorsque Samuel la conduisit à l'intérieur, l'odeur de cannelle et de pain, la musique douce, les lumières dorées, tout semblait irréel après si longtemps dans le froid. Ses genoux fléchirent et Samuel la souleva comme si elle ne pesait rien, la portant jusqu'au fauteuil le plus proche de la cheminée allumée. « C'est comme les rêves que j'avais, c'est encore mieux que les rêves, papa. » J'ai demandé. « Dieu t'a amené à moi, papa, dans la nuit de Noël, tu es mon cadeau, » dit la fille émue et Samuel fut choqué de comprendre plusieurs fois ce que la fille disait. Se sentant étourdi en entendant ces mots, il lui fallut quelques secondes pour se remettre et il s'agenouilla devant elle, frottant ses mains froides entre les siennes, essayant de redonner vie à ses petits doigts blessés. Son cœur se brisait à chaque nouvelle marque qu'il découvrait, les coupures, les ecchymoses, les engelures. Mais quelque chose de plus grand se passait, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La nuit où le monde célébrait la naissance d'un enfant dans une mangeoire, un autre enfant perdu trouvait son chemin vers chez elle. Tu es un miracle, mon miracle de Noël. Petite, la maison était décorée pour accueillir le bonheur qui n'était jamais venu, le sapin imposant, les cadeaux sous les chaussettes accrochées près de la cheminée, des cadeaux qui seraient rendus le lendemain, ce qui s'était passé chaque année depuis la dernière perte. Mais maintenant, en regardant Amélia lutter pour garder les yeux ouverts, Samuel comprit que le véritable cadeau ne venait pas dans des emballages brillants. Des années à essayer d'avoir un enfant et Dieu t'envoie à moi. À travers la porte d'entrée, dans la nuit de Noël, Amélia sentit la chaleur revenir lentement dans son corps, apportant avec elle une douleur aiguë dans chaque terminaison nerveuse, mais c'était une bonne douleur, une douleur de la vie qui revenait. Ses larmes coulaient maintenant librement, fondant avec la neige dans ses cheveux.
La musique de Noël continuait de jouer doucement en arrière-plan, la chanson que sa mère avait l'habitude de lui chanter pour dormir la nuit de Noël. C'est réel, ce n'est pas un rêve, j'ai trouvé mon père. Samuel se leva seulement pour prendre une couverture douce du canapé, enveloppant Amelia comme si elle était faite de cristal. Chaque mouvement de sa part était doux, presque révérencieux, comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître comme un flocon de neige au soleil. La photo était toujours dans sa main, un témoignage silencieux d'un passé qui avait maintenant un sens. « Je t'ai cherché, tu sais, toutes ces années, je t'ai cherché toi et ta mère à chaque coin, dit-il. » Amelia lutta contre le sommeil qui commençait à la submerger, réchauffée pour la première fois depuis des semaines, sa dernière force étant utilisée pour poser la question qui brûlait dans son cœur. « Toi, tu m'as vraiment cherché, tu voulais me trouver ?» demanda-t-elle, sa voix n'étant qu'un murmure chargé de tout l'espoir qu'il restait dans son âme. Samuel avala le nœud dans sa gorge et hésita. Le mensonge vint naturellement, non pas comme une tromperie mais comme un cadeau de Noël pour la fille qui semblait si pleine d'espoir. Il ne voulait pas briser son cœur. Elle était le cadeau de l'espoir, l'acceptation, l'amour inconditionnel. « Bien sûr, ma petite, toutes ces années, je t'ai cherché dans chaque visage, à chaque coin, et maintenant tu es ici, maintenant tu es chez toi, dit-il. » Les mots sortirent avec une conviction qui le surprit lui-même, car à cet instant, sous les lumières du sapin de Noël, il savait qu'ils étaient vrais dans son cœur. Un grondement fort provenant de l'estomac d'Amelia brisa le moment. Samuel remarqua alors à quel point elle était mince, ses joues creuses, les yeux enfoncés de quelqu'un qui n'a pas bien mangé depuis des jours. « Tu dois être affamé, dit-il. » Le cuisinier laisse toujours quelque chose préparé dans le frigo, il l'aida à se lever, ses jambes encore chancelantes à cause du froid et de l'épuisement. Amelia sentait l'odeur de la nourriture venant de la cuisine et ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait mangé quelque chose de chaud dans la cuisine immaculée. Samuel ouvrit le frigo et commença à sortir conteneur après conteneur. Bientôt, la table fut pleine, dindes rôties, pommes de terre dorées, tartes, pudding, un véritable festin de Noël. Il chauffa une généreuse assiette au micro-ondes tandis qu'Amelia regardait, hypnotisée, sentant l'arôme de la nourriture lui donner encore plus faim. « Mange lentement, d'accord ? Il y en a beaucoup plus si tu veux des secondes. » Lorsque la première fourchette de nourriture chaude toucha sa langue, Amelia ne put contenir son sanglot de soulagement. C'était plus que de la nourriture, c'était le premier repas de sa nouvelle vie. Après avoir mangé, Amelia pouvait à peine garder les yeux ouverts, la chaleur de la maison, son ventre plein pour la première fois depuis des semaines et le soulagement d'être enfin en sécurité rendaient son petit corps lourd de sommeil. Samuel la guida doucement vers le fauteuil près de la cheminée allumée où elle s'installa comme un chaton épuisé. Le sommeil la submergea presque instantanément, son corps se relaxant comme une poupée de chiffon. Samuel resta là, agenouillé à côté d'elle, la regardant respirer régulièrement, la couleur revenant lentement à son visage. C'est alors qu'il entendit le doux bruit de talons descendant les escaliers. Juliana descendait pour chercher son mari. « Samuel, qui est cet enfant ?» La voix de Juliana se figea dans sa gorge alors qu'elle s'approchait, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant la fille du restaurant, celle qui avait essayé de l'aider lors de la crise. Samuel se leva et alla vers sa femme. « C'est elle, Juliana, la fille qui a essayé de te sauver cette nuit-là, elle est venue à notre porte, presque gelée. » Juliana s'approcha lentement du fauteuil, ses yeux larmoyants fixés sur la petite silhouette endormie. « Mon Dieu, Samuel, elle a essayé de m'aider et tout le monde l'a tellement maltraitée, je ne pouvais pas parler. Je voulais tellement la remercier pour sa gentillesse et maintenant elle est ici, seule, la nuit de Noël. » Elle caressa doucement le visage de la fille avec une tendresse déchirante. Samuel lui tendit alors silencieusement la photo et le visage de Juliana se transforma alors qu'elle comprenait toute l'histoire. « C'est un miracle, Samuel, un vrai miracle de Noël. C'est notre fille, » murmura Juliana et Samuel, en embrassant sa femme maintenant en pleurs silencieusement. Le destin l'avait amenée à notre porte la nuit de Noël. Juliana s'approcha du fauteuil, s'agenouillant à côté d'Amelia avec des doigts tremblants. Elle écarta une mèche de cheveux du visage de la fille endormie, elle ressemblait tellement à sa mère, ses mêmes yeux couleur miel. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, couvrant toutes les empreintes qui menaient à leur porte comme si les cieux même voulaient préserver l'histoire de cette rencontre. Samuel embrassa Juliana par derrière, tous deux regardant l'enfant que le destin avait amené. À travers la fenêtre, les premières lumières du matin de Noël commencèrent à dorer l'horizon, un nouveau jour se levait, apportant avec lui la promesse de nouveaux départs, de rêves réalisés, de familles réunies non par le sang mais par l'amour.
Dans le fauteuil, Amelia souriait dans son sommeil, enfin en paix, enfin chez elle. Juliana tenait sa petite main dans la sienne, des larmes de joie coulant sur son visage. Le miracle de Noël s'était réalisé, non pas avec des anges chantants ou des rois mages portant des cadeaux, mais avec une étoile guidant un enfant perdu vers son destin. « Bienvenue à la maison, notre fille », chuchotèrent ensemble Samuel et Juliana. « Bienvenue à ton premier Noël avec ta famille. » Quelques jours plus tard, le dîner de cette nuit-là avait une ambiance spéciale et festive. Juliana avait préparé des lasagnes et l'odeur du fromage fondu et de la sauce tomate remplissait toute la cuisine. Amelia, portant une nouvelle robe rose que Juliana avait insisté pour acheter, regardait avec émerveillement la façon dont elles interagissaient, les sourires conspirateurs, les petits gestes de gentillesse, la façon dont Samuel tirait la chaise de Juliana pour qu'elle s'assoie. C'était comme être à l'intérieur d'une de ces publicités télévisées qu'elle avait l'habitude de regarder à travers les vitrines des magasins. Samuel racontait des histoires drôles de son travail pendant qu'il coupait les lasagnes en généreuses tranches. Amelia n'avait jamais vu autant de nourriture dans une assiette de toute sa mémoire récente, il n'y avait que des restes chez sa grand-mère, dans les poubelles des restaurants. Ses yeux brillaient chaque fois que Samuel l'appelait sa fille, chaque fois que Juliana caressait ses cheveux affectueusement. « Papa, passe-moi le jus » demanda-t-elle timidement, savourant la façon dont les mots sonnaient sur sa langue. Le sourire de Samuel illuminait tout son visage. Le dessert était un crème caramel servi dans des verres en cristal délicat qui tintinaient doucement. Amelia regardait avec fascination le caramel tourbillonner en motif lorsqu'il dégouttait de la cuillère. Juliana parlait de ses plans pour redécorer la chambre qui serait la sienne, demandant ses couleurs préférées, quel type de rideau elle préférait. Pour la première fois depuis longtemps, Amelia se permit de rêver d'un avenir. « Je pense que j'aime le bleu, comme le ciel quand il est clair. » Ce fut après le dessert, lorsque les assiettes avaient déjà été débarrassées et qu'elles discutaient tranquillement à table, qu'Amelia ressentit ce besoin immense de remercier, pas seulement pour le dîner, pas seulement pour la nouvelle robe ou la promesse de la chambre décorée, mais pour tout, pour la chance d'avoir une famille à nouveau après avoir perdu sa mère bien-aimée. « As-tu un livre de prière ? J'aimerais remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, Juliana. » Juliana sourit tendrement, échangeant un regard complice avec Samuel. « Bien sûr, ma chérie, la bibliothèque a une vieille Bible que j'utilise pour mes prières. C'est la première porte à droite dans le couloir, dit-elle. » Amelia se leva de la table, encore en train de s'habituer au doux nouveau pyjama que Juliana avait acheté spécialement pour elle. « Merci pour tout, je ne pourrai jamais te remercier assez de m'avoir prise chez toi. » La bibliothèque était encore plus impressionnante qu'Amelia ne l'avait imaginé. Des étagères en acajou s'élevaient jusqu'au plafond, toutes remplies de livres de différentes tailles et couleurs, un tapis persan couvrait le sol, étouffant ses pas, et une cheminée crépitait doucement dans un coin, faisant danser les ombres sur les murs. 2 canapés en cuir invitants encadraient une table d'appoint antique où reposait la Bible que Juliana avait mentionnée. On aurait dit la bibliothèque des contes de fées. Avec révérence, Amelia prit le livre sacré. Il était lourd, relié en cuir brun avec des détails dorés sur les bords. Lorsqu'elle l'ouvrit, l'odeur du papier ancien l'enveloppa comme une étreinte. C'est alors que l'enveloppe tomba silencieusement, glissant entre les pages jaunies. Amelia la ramassa, curieuse, et son cœur s'arrêta lorsqu'elle reconnut l'écriture délicate. « Cette écriture, ça ne peut pas être, c'est l'écriture de ma mère », pensa-t-elle. Les premières lignes de la lettre firent plier les genoux d'Amelia. Elle dut s'appuyer sur la table d'appoint pour ne pas tomber, son monde commençant à tourner en lisant. « Cher Samuel, je sais que tu dois t'inquiéter de ma disparition comme ça, mais je ne pouvais plus supporter le poids de ce secret. Je n'ai pas pu garder ce secret plus longtemps. Mes mains tremblaient tellement que les mots dansaient devant mes yeux. Non, s'il te plaît, non. Chaque mot que je lisais était comme un poignard dans mon cœur. Mon père, Daniel Martinez, m'a abandonné quand il a découvert que j'étais enceinte. Il a dit qu'il ne voulait pas d'une fille, que je devais régler le problème moi-même. » L'air semblait avoir été aspiré de la bibliothèque. Je cherchais de l'aide partout, mais personne ne voulait m'aider. Tu étais le seul ami qui me soutenait à ce moment-là, mais je devais repartir, loin d'ici. Amelia sentit sa poitrine se serrer comme si elle était écrasée sous un poids invisible. Les larmes embuaient sa vision, mais elle se força à continuer de lire, même si chaque mot la détruisait un peu plus. La révélation finale arriva comme un coup de grâce miséricordieux. Tu étais la seule personne qui croyait en moi. Mais je devais recommencer, loin d'ici. Le papier tremblait dans sa main alors que la vérité se cristallisait dans son esprit. Samuel n'était pas son père, il ne l'avait jamais été.
Il n'était qu'un ami de sa mère, un homme gentil qui, par pitié, avait prétendu être quelque chose qu'il n'était pas. Tous les mensonges, chaque mot, chaque sourire venant de l'étage, les voix de Samuel et Juliana toujours en train de discuter joyeusement, Amelia pouvait entendre. Son rire, son ton profond répondant, le tintement des assiettes rangées, les sons d'une vie normale, une vie qui ne serait jamais vraiment la sienne. La chaleur de la cheminée semblait maintenant étouffante, les étagères de livres se dressant sur elle comme une cage dorée. Ils doivent rire de moi, la pauvre petite fille qui croyait à l'histoire du père aimant qu'elle pensait sentir, les larmes se formant dans ses yeux. Amelia plia soigneusement la lettre, presque mécaniquement, et la glissa dans la poche de sa nouvelle robe qui semblait maintenant peser une tonne. Son reflet dans le verre de l'étagère montrait une fille différente de celle qui était entrée il y a quelques minutes, les yeux qui autrefois brillaient de bonheur étaient maintenant ternes, sans vie. Comment ai-je pu être si stupide ? Comment ai-je pu croire que quelqu'un voudrait de moi avec la facilité pratiquée de quelqu'un qui a passé toute une vie à se cacher ? Amelia se déplaça silencieusement à travers la maison, elle connaissait bien le chemin vers la porte arrière, elle avait mémorisé toutes les voies d'évasion le moment où elle entra, l'habitude des rues l'avait appris. Elle ne se souciait pas qu'elle ne portait que la robe fine, ne se souciait pas du froid. Elle pouvait voir à travers les fenêtres. Je préfère geler dehors avec la vérité qu'habiter ici avec des mensonges, pensa-t-elle. Le vent glacial l'a accueillie comme une gifle quand elle ouvrit la porte. La neige tombait en flocons épais maintenant, comme si le ciel lui-même pleurait avec elle. Amelia n'hésita pas, elle plongea dans la nuit comme quelqu'un qui plonge dans un cauchemar, ses pieds nus s'enfonçant dans la neige poudreuse. La douleur du froid était bienvenue, presque un soulagement comparé à l'agonie qui lacérait sa poitrine. Au moins, la neige est honnête dans sa cruauté, au moins, le froid n'a jamais prétendu m'aimer. Ses pieds devinrent bientôt engourdis alors qu'elle courait dans la nuit, laissant des empreintes que la neige effaçait rapidement derrière elle. La robe rose, autrefois symbole d'espoir, était maintenant trempée et lourde, collant à son corps tremblant. Amelia pouvait entendre ses propres sanglots se mêlant au hurlement du vent, mais elle ne s'arrêtait pas, elle ne pouvait pas s'arrêter. Personne ne m'a jamais voulu, pas mon vrai père, pas Samuel, seulement ma mère et elle est partie. Les rues vides semblaient encore plus cruelles dans leur solitude. À travers les fenêtres des maisons, Amelia pouvait voir des familles réunies, de vraies familles, pas cette mascarade qu'elle avait vécue il y a quelques jours. Tout son corps lui faisait mal maintenant, protestant contre le froid impitoyable, mais elle continuait à courir, où que ce soit, n'importe où serait mieux que de vivre des miettes d'amour que d'accepter la charité déguisée en affection. Je pensais avoir trouvé un miracle de Noël, mais ce n'était qu'un autre mensonge, pensa-t-elle. Le vent mordant transportait des flocons de neige qui ressemblaient à des aiguilles sur sa peau déjà gelée. Amelia ne pouvait plus sentir ses pieds et ses lèvres devaient être violettes de froid, mais elle s'en fichait. Chaque pas l'éloignait de cette maison de mensonges, de cet homme qui prétendait être son père, de cette vie qui, pendant un bref instant, semblait possible. Les larmes gelaient sur ses joues avant même de tomber, créant des traînées glacées sur son visage enfantin. « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit que la vie est si cruelle ? Pourquoi m'as-tu laissé croire que je pouvais être aimée et que le monde était beau et gentil ?» se demanda-t-elle. Samuel réalisa que quelque chose n'allait pas lorsque le silence dans la bibliothèque s'étira trop longtemps. Il monta les escaliers en courant, appelant Amelia, mais ne trouva que la Bible ouverte sur la petite table, quelques pages froissées révélant que quelque chose avait été rapidement retiré. Son cœur se figea lorsqu'il comprit ce qui s'était passé, la lettre de Naomi était là. « Mon Dieu, la lettre de Naomi est ici. Comment ai-je pu oublier ?» Le monde de Samuel s'effondra lorsqu'il trouva la Bible ouverte dans la bibliothèque, ses pages froissées révélant ce qu'Amelia avait découvert, la lettre de Naomi, gardée là pendant tant d'années. À travers la fenêtre, il vit les petites empreintes pieds nus dans la neige, elle avait fui portant seulement la robe fine du dîner. Mon Dieu, elle est là dehors dans ce froid, sans chaussures, sans manteau. Ses mains tremblaient alors qu'il descendait les escaliers, presque trébuchant sur ses propres pieds. Juliana avait tout découvert et était partie. La lettre de Naomi, c'était dans la Bible. Le visage de Juliana pâlit alors qu'elle comprenait la gravité de la situation. Quelques heures plus tôt, elles étaient toutes assises à la table à rire, planifiant l'avenir, et maintenant Amelia était seule dans la pire tempête de l'année, portant le poids d'une trahison qu'elle n'avait jamais eu l'intention de causer. Samuel attrapa les clés de la voiture et son manteau le plus lourd, à peine entendant les sanglots de Juliana derrière lui. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine composer le numéro de sécurité. Rassembler toutes les équipes. Une fille de 10 ans nommée Amelia s'est enfuie de chez elle, pieds nus dans la neige, cherche chaque coin de cette ville.
Si nous ne la trouvons pas bientôt? Sa voix faillit, incapable de terminer la pensée terrible. Le moteur de la voiture gronda dans le garage. Alors qu'il ajustait le rétroviseur avec des doigts engourdis, la dernière image qu'il vit fut Juliana à la porte, les larmes gelant sur son visage avant de plonger dans la tempête. La neige tombait en flocons épais maintenant, comme si le ciel lui-même essayait d'effacer les traces d'Amelia. Samuel serra fermement le volant, sentant le poids de la culpabilité écraser sa poitrine. Quel genre de monstre ment à un enfant qui a déjà tant souffert? Quel genre de père pensais-je pouvoir être? Je ne voulais pas briser ce cœur et maintenant je l'ai fait. J'ai tout gâché. Les rues du centre-ville, normalement si familières, semblaient maintenant un labyrinthe hostile sous la tempête. Samuel conduisit lentement, les phares à peine capables de pénétrer le rideau blanc de neige. Le tableau de bord de la voiture indiquait 3 degrés en dessous de zéro et la température continuait de baisser. Dans son esprit, l'image d'Amelia au dîner, seulement quelques heures plus tôt, ne cessait de défiler, son sourire timide quand il l'appelait sa fille, ses yeux brillants alors qu'elle goûtait le dessert, la façon dont elle arrangeait la serviette sur ses genoux comme une petite dame. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu penser qu'un mensonge n'aurait pas de conséquences? Le premier arrêt était le restaurant où tout avait commencé. L'endroit était fermé et sombre, mais Samuel est sorti quand même en criant son nom. Contre le vent tranchant, ses empreintes dans la neige fraîche étaient rapidement effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Un agent de sécurité est apparu avec une lampe de poche. Rien à l'arrière, monsieur, nous avons vérifié toutes les poubelles et les ruelles voisines, aucun signe d'elle. La radio de la voiture continuait à grésiller avec les voix des équipes de recherche. La zone de la gare était claire, rien dans le périmètre du centre commercial Central Park, aucun signe de la fille. Chaque réponse négative était comme un coup de poignard dans la poitrine de Samuel. L'horloge sur le tableau de bord semblait se moquer de lui. 1 heure s'était déjà écoulée, 1 heure entière avec Amelia pieds nus dans ce froid mortel. Le prochain arrêt était l'église où elle disait qu'elle se réfugiait. Samuel a sauté de la voiture, ignorant le vent glacial qui lui coupait le visage. Il a vérifié chaque banc, chaque coin sombre en criant son nom jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Le prêtre, réveillé par le bruit, s'est simplement secoué la tête. Personne n'est venu ici ce soir, mon fils, mais je prierai pour que vous la trouviez. Les auvents des magasins du centre-ville, autrefois joyeux avec leurs décorations de Noël, semblaient maintenant lugubres et menaçants. Samuel s'est arrêté à chacun d'eux, son cœur bondissant à chaque ombre que le vent formait avec des sacs en plastique et de vieux journaux. La neige commençait à s'accumuler sur les trottoirs, rendant la recherche encore plus difficile. « Amelia, s'il te plaît, laisse-moi expliquer, laisse-moi réparer mon erreur, » pria-t-il. Le temps passait sans relâche, 2 heures maintenant. Samuel sentait à peine ses doigts à force de tenir le volant si fort. Il a passé par la même place 3 fois, comme si quelque chose pouvait avoir changé depuis la dernière vérification. Le gigantesque sapin de Noël au centre, qui avait plutôt enchanté les gens avec ses lumières, ressemblait maintenant à un fantôme blanc couvert de neige. Elle doit être tellement effrayée et si froide. Pourquoi n'ai-je pas dit la vérité plus tôt? Les ruelles derrière les restaurants étaient les suivantes. Samuel connaissait sa routine, il savait qu'elle y cherchait de la nourriture. La neige atteignait maintenant ses genoux alors qu'il fouillait derrière les poubelles et les cartons. L'odeur de déchets et de graisse était étouffante, mais il s'en fichait. Chaque boîte vide, chaque coin sans signe d'elle augmentait son désespoir. Sa fille de 10 ans ne peut pas survivre longtemps à cette température, pas pieds nus, pas seule. Les heures s'étiraient comme une éternité glaciale. 3 heures de recherche maintenant. Le visage d'Amelia ne cessait d'apparaître dans son esprit, non pas le visage souriant du dîner, mais comment elle devait être maintenant, pâle, effrayée, gelée. Les gardes commençaient à échanger des regards inquiets, bien que personne n'ose suggérer d'arrêter les recherches. Elle doit être quelque part où elle doit être quelque part. C'est alors que la radio de la voiture a grésillé avec une voix grave. « Monsieur Maryse, nous devons arrêter les recherches, la tempête s'aggrave et les hommes ne peuvent plus se déplacer dans la neige profonde. » Samuel a serré le volant si fort que ses doigts engourdis ont commencé à faire mal. « Non, continuez à chercher, elle n'a que 10 ans, seule là dehors, » a-t-il crié, sa voix se brisant d'émotion. Le tableau de bord de la voiture indiquait maintenant 5 degrés en dessous de zéro et la neige tombait si densément que les phares illuminaient à peine 2 mètres devant. Samuel continuait de conduire lentement dans les rues qui ressemblaient maintenant plus à des tunnels blancs qu'à autre chose. Comment ai-je pu faire ça? Comment ai-je pu penser qu'un mensonge serait mieux que la vérité?
Amélia, ma petite Amélia, où es-tu » murmura-t-il, sentant les larmes geler sur son visage. À la maison, Juliana marchait de long en large dans le salon, s'arrêtant de temps en temps pour regarder par la fenêtre, espérant voir la petite silhouette d'Amélia émerger à travers la tempête. Le téléphone sonnait constamment. C'étaient les gardes, suivant son mari, rapportant de nouvelles zones vérifiées, de nouveaux endroits où la fille n'était pas. « Dieu, s'il te plaît, protège notre petite fille. Nous aurions dû dire la vérité dès le début. Elle nous faisait confiance et nous avons trahi cette confiance. » Juliana sanglotait en serrant le manteau d'Amélia qu'elle avait laissé derrière elle contre sa poitrine. La ville, normalement si familière, était devenue un labyrinthe traître de blanc et d'ombre. Samuel ne savait plus combien de fois il avait conduit dans les mêmes rues, combien de ruelles il avait fouillé. Sa voix était rauque de crier son nom. « Si quelque chose lui arrive, je ne me pardonnerai jamais. Quel genre d'homme suis-je, qui a choisi de construire le bonheur sur des mensonges ?» pensa-t-il alors que la voiture glissait dangereusement sur la neige accumulée. La radio grésillait de nouveau et Samuel regarda l'appareil, ses mains tremblant sur le volant. La voix de la sécurité résonnait à nouveau, presque suppliant. « Monsieur Maurice, il est impossible de continuer, les hommes peuvent à peine se déplacer dans la neige. » Samuel ferma les yeux un instant, prenant une décision. « Vous pouvez y aller, je continuerai à chercher seul. Je ne peux pas l'abandonner dans ce froid. » dit-il. La voiture glissait dangereusement alors qu'il prenait le prochain virage, le compteur à peine à 20 km/h dans la tempête. La température était tombée à 6 degrés en dessous de zéro et la neige était maintenant si dense qu'elle formait un rideau blanc impénétrable. « Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas la laisser seule comme tout le monde a fait. Amélia, s'il te plaît, donne-moi un signe, n'importe quel signe, » murmura-t-il, sa voix étranglée résonnant dans la voiture vide. Le dernier des véhicules de sécurité passa devant lui, leurs phares projetant des reflets fantomatiques sur la neige. Samuel était complètement seul maintenant, tout comme Amélia. La pensée lui tordait l'estomac. Quel droit avais-je d'être avec son cœur, de prétendre être un père alors que je n'étais rien d'autre qu'un menteur lâche ? Pensa-t-il alors que la voiture avançait lentement à travers la ville transformée en un désert blanc mortel. Le tableau de bord de la voiture indiquait 4 heures du matin, lorsque les premiers signes de l'aube commençaient à teinter le ciel. Pas que cela fasse une grande différence dans la tempête implacable. Samuel sentait à peine ses doigts et ses orteils, mais il n'osait pas allumer le chauffage de la voiture. Si elle gèle là dehors, quel droit ai-je d'essayer de me réchauffer ? Amélia, ma petite Amélia, où es-tu ? murmura-t-il à plusieurs reprises comme une prière désespérée dans la nuit glaciale. Pendant ce temps, Amélia courait à travers la nuit gelée, ses pieds nus ressentant à peine le sol couvert de neige. La robe rose que Juliana lui avait donnée était trempée et lourde, collant à son corps tremblant. Les lumières de la ville semblaient floues à travers ses larmes et la neige incessante. Les perles du rosaire bleu battaient contre sa poitrine, un rappel constant de tout ce qu'elle avait perdu dans son esprit. La voix de sa mère résonnait comme un mantra de réconfort. « Sois forte, ma guerrière, tu as toujours été plus forte que moi. » Les rues autrefois si familières semblaient maintenant un labyrinthe traître sous la tempête. Amélia passa devant la boulangerie où elle attendait les restes, le bistrot qui gardait parfois de la nourriture pour elle. Chaque endroit détenait un souvenir différent maintenant entaché par la révélation de la lettre. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement me dire la vérité ? Pourquoi devait-il prétendre m'aimer ? Le vent mordant fouettait son visage alors qu'elle traversait une autre rue inconnue. Le froid intense avait transformé ses doigts en petits blocs de glace. Mon vrai père est-il quelque part dans cette ville ? Pense-t-il jamais à moi ? Regrette-t-il de nous avoir abandonnés ? Le son lointain des sirènes fit changer de direction à Amélia, entrant dans une ruelle plus sombre. Ses pieds laissaient des marques rouges dans la neige, mais elle ne ressentait plus de douleur, seulement un engourdissement qui montait lentement dans ses jambes. La température continuait de chuter et son souffle formait de petits nuages dans l'air froid. En marchant, elle se souvenait du dîner quelques heures plus tôt, le sourire de Samuel, l'affection de Juliana. Comment tout pouvait-il changer si rapidement ? Une minute, j'avais une famille, la suivante, je suis de nouveau seule. Amélia passa devant le restaurant où elle avait rencontré Samuel et Juliana. Les lumières étaient éteintes, mais elle pouvait voir la table où tout avait commencé à travers la fenêtre couverte de neige. L'odeur de nourriture flottait encore dans l'air, faisant gronder son estomac. Ses genoux tremblaient d'épuisement alors qu'elle continuait de marcher, essayant de s'éloigner des zones plus fréquentées. Grand-mère Vivien avait raison, personne ne me veut vraiment, je ne suis qu'une intruse dans la vie des gens. Les décorations de Noël dans les magasins semblaient maintenant se moquer d'elle.
des anges lumineux, des étoiles brillantes, des familles heureuses de bonhommes de neige. Amelia trébucha sur une bosse glacée, tombant à genoux dans la neige profonde. Elle se releva difficilement, ses jambes chancelantes soutenant à peine son poids. Noël devrait être un moment de miracle, mais il semble que les miracles ne se produisent pas pour des filles comme moi. Une voiture avançait lentement dans la rue, ses phares balayant l'obscurité. Amelia se cacha derrière un arbre décoré, le cœur battant la chamade. Est-ce Samuel et Juliana qui la recherchent? Les lumières colorées de l'arbre se reflétaient sur la neige autour d'elle, créant un kaléidoscope surréaliste de couleurs. Peut-être devrais-je revenir, mais comment puis-je leur faire à nouveau confiance après tant de mensonges? Se demanda-t-elle. Le vent s'intensifia, apportant une nouvelle vague de neige. Amelia pouvait à peine garder les yeux ouverts contre la tempête. Ses cheveux soigneusement coiffés plus tôt par Juliana étaient maintenant couverts de glace, pesant sur son dos comme de petites aiguilles gelées. Elle essaya de se réchauffer et de se repérer en cherchant un repère familier à travers le rideau blanc. Si je peux atteindre la cathédrale, au moins là, c'est chaud et sûr. Les jambes d'Amelia tremblaient de plus en plus alors qu'elle avançait à travers la tempête. Sa robe rose trempée et gelée rendait le mouvement difficile. Elle passa devant plusieurs auvents où elle avait l'habitude de dormir, des endroits qui semblaient si mauvais mais qui promettaient maintenant un abri tentant contre le froid mortel. Pourquoi ai-je fui? J'aurais dû rester et exiger la vérité, maintenant c'est trop tard. Une rafale de vent particulièrement forte faillit renverser Amelia. Elle se pencha contre un poteau, essayant de retrouver son équilibre. C'est alors qu'elle entendit le son d'un moteur puissant coupant le silence de la nuit. Elle se retourna rapidement, ses yeux brûlants peinant à voir à travers la neige. 2 phares brillants apparurent au coin de la rue, illuminant les flocons tombant comme de minuscules diamants. Je dois sortir d'ici, je dois me cacher. L'avenue principale se profilait devant elle, large et intimidante sous la tempête. Amelia hésita au bord du trottoir, son corps tremblant de manière incontrôlable. Le son du moteur se rapprochait, résonnant entre les bâtiments comme un tonnerre lointain. Elle commença à traverser, ses pieds engourdis ressentant à peine le sol sous eux. Juste quelques pas de plus, un peu plus loin. Le rugissement assourdissant de la voiture la surprit. Elle tourna la tête, ses yeux s'écarquillant pour rencontrer les lumières aveuglantes coupant l'obscurité. Le véhicule dérapait sur la neige, un énorme morceau de métal hors de contrôle venant droit vers elle. Ses muscles gelés ne répondaient pas aux commandes désespérées de son cerveau. Non, s'il te plaît, non. L'impact fut brutal et soudain. Amelia sentit son corps être projeté dans les airs comme une feuille au vent. Pendant un moment surréaliste, elle vit toute la ville en dessous d'elle, les lumières, la neige, le ciel sombre. Le temps semblait ralentir, chaque flocon de neige suspendu dans l'air comme de minuscules étoiles. Elle atterrit dans la neige avec un bruit sourd, son petit corps roulant plusieurs fois avant de s'arrêter. La robe rose s'étalait autour d'elle comme une fleur gelée et le rosaire bleu était toujours fermement serré dans sa main. Le véhicule disparut dans la tempête, ne laissant que le faible écho de son moteur et des traces profondes dans la neige. Amelia essaya de bouger, mais chaque tentative envoyait des vagues de douleur à travers son corps. « Papa, Samuel, aide-moi, ça fait tellement mal. Est-ce comme ça que maman se sentait quand elle est allée au ciel ?» Elle se demanda encore, toujours étourdie par l'impact, la neige commençait à tomber plus fort, comme si le ciel lui-même essayait de couvrir ce qui s'était passé. Amelia pouvait entendre des voix lointaines, des sirènes perçant la nuit, mais tout semblait venir de loin. Les lumières de la ville commençaient à devenir floues, dansant devant ses yeux comme des lucioles colorées. « Juliana, je suis désolé, j'ai fui. Je voulais juste que ce soit vrai tellement fort. » Le froid était différent maintenant, plus doux et moins douloureux, mais une engourdissement douce se répandait dans tout son corps comme une couverture lourde. Amelia essaya de garder les yeux ouverts, luttant contre la fatigue qui menaçait de la submerger. Des taches sombres commençaient à se former dans la neige autour d'elle, faisant fondre la blancheur immaculée. « Quelqu'un, s'il vous plaît, je ne veux pas être seule dans le noir. » Ses pensées commencèrent à se brouiller, les souvenirs se fondant comme des couleurs dans une peinture aquarelle humide. Le sourire de sa mère, le dîner avec Samuel et Juliana, le rosaire bleu lors de la nuit de Noël. Tout se mélangeait en un kaléidoscope de souvenirs. Amelia serra le rosaire plus fort, sentant les perles froides contre sa peau. « Maman, tu as dit que tu ne me laisserais jamais seule, que tu serais toujours avec moi. » Le ciel au-dessus commençait à s'éclaircir légèrement, les premiers signes de l'aube essayant de pénétrer la tempête. Amelia entendit des voix se rapprocher de plus en plus, des cris appelant son nom. Elle voulait répondre, voulait crier en retour,
mais sa voix semblait coincée dans sa gorge. Les larmes sur son visage commençaient à geler, créant des traînées brillantes sur ses joues pâles. Il y a quelqu'un qui me cherche, il y a quelqu'un qui se soucie de moi. Le son des pas dans la neige devenait plus fort, plus urgent. Amelia lutta pour rester consciente, ses yeux couleur miel clignant lentement contre les flocons de neige tombant. Le monde autour d'elle semblait disparaître peu à peu, les bords de sa vision s'assombrissant progressivement. Dans ses derniers moments de lucidité, elle pensa avoir entendu la voix de Samuel, désespérée et proche. « Papa, pardonne-moi, j'aurais dû rester. » La dernière chose qu'Amelia enregistra avant de perdre complètement connaissance fut la chaleur de mains douces touchant son visage et des voix agitées autour d'elle. Le monde s'obscurcit lentement comme une bougie éteinte par le vent. Dans son esprit semi-conscient, une dernière pensée flotta comme une prière. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui m'aime. Samuel avait abandonné l'idée de continuer à conduire, la route était devenue trop glissante sous la neige et il avait décidé de poursuivre à pied. Après avoir marché quelques pâtés de maison dans le froid, il aperçut une tache rose à travers le rideau de neige. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'il reconnut la robe que Juliana avait achetée. Ses pieds s'enfoncèrent dans la neige profonde alors qu'il courait vers Amelia, chaque pas semblant durer une éternité. Le vent mordant fouettait son visage, mais il le sentait à peine, concentré uniquement sur la petite silhouette immobile devant lui. « S'il te plaît, Dieu, ne l'emporte pas trop. Je ne peux pas perdre une autre fille. » Il supplia. Samuel s'agenouilla dans la neige à côté d'Amelia, ses mains tremblant en touchant son visage glacé. Elle était si pâle, si fragile, elle ressemblait à de la porcelaine. Avec un soin infini, il retira son manteau et enveloppa son petit corps dedans, notant avec horreur que ses pieds nus étaient complètement bleus de froid. « Amelia, ma petite, pardonne-moi de ne pas avoir été honnête dès le début, » murmura-t-il, sa voix étranglée par la peur. Avec Amelia dans ses bras, Samuel courut vers la voiture, la protégeant du vent mordant avec son propre corps. Il savait qu'il serait inutile d'appeler une ambulance dans cette neige. Chaque pas dans la neige profonde était une bataille, mais il sentait à peine la fatigue, son monde entier s'étant réduit à ce petit corps gelé contre sa poitrine, le souffle faible qu'il pouvait sentir à travers le manteau. « Tiens bon, ma fille, s'il te plaît, tiens bon. » Lorsqu'il atteignit sa voiture, le véhicule sembla prendre une éternité pour se réchauffer pendant que Samuel augmentait le chauffage au maximum et plaçait Amelia avec le plus grand soin sur le siège passager, inclinant le dossier. Ses mains étaient tachées de neige rose, mais il refusait de penser à ce que cela signifiait. « Tout ira bien, Amelia, papa est là maintenant, papa va prendre soin de toi. » Les rues étaient pratiquement désertes, permettant à Samuel de conduire bien au-dessus de la limite de vitesse, même avec la neige entravant la visibilité et rendant la conduite difficile. Chaque feu rouge était une torture, chaque seconde arrêtée une éternité. Il gardait une main sur le volant et l'autre sur Amelia, surveillant sa respiration, sentant son pouls faible. C'est alors qu'il commença à parler, les mots se déversant dans un torrent incontrôlable. « Amelia, ma petite guerrière, tu dois te battre. Je sais, je t'ai déçu, je sais que j'ai menti quand j'aurais dû être honnête dès le début. Mais tu dois comprendre, quand je t'ai vu pour la première fois dans ce restaurant, essayant d'aider Juliana pendant sa crise, j'ai vu tellement de gentillesse en toi, tellement de courage, un courage fortifiant. Mais je n'ai pas eu le temps de te remercier et quand tu es apparu à notre porte la veille de Noël, c'était comme si Dieu me donnait une seconde chance, une chance d'être père, d'avoir la famille dont j'ai toujours rêvé. » Samuel prit un virage serré, les pneus de la voiture dérapant légèrement sur la neige, mais il continua de parler, sa voix chargée d'émotion. « Tu sais, Juliana et moi avons essayé si fort d'avoir des enfants, nous avons perdu 3 bébés, Miguel, Sofia et Gabriel. Chaque perte était comme un coup au cœur, chaque rêve brisé nous laissait plus vides. Et puis tu es apparu avec tes yeux couleur miel, si semblables à ceux de Naomi, avec ton cœur si grand. Même après tout ce que tu as traversé, mes mains agrippaient le volant plus fort alors qu'il évitait une voiture en panne dans la neige, mais il ne cessait de parler. Je n'ai pas menti quand j'ai dit que je te cherchais, Amelia. Je t'ai cherché, pas avec mes pieds ou mes yeux, mais avec mon cœur. Chaque enfant que je voyais dans la rue, chaque petit visage triste aux nouvelles sur les orphelins, dans chacun d'eux, je te cherchais, pour la fille que je savais exister quelque part. Et quand je t'ai enfin trouvé, j'étais un lâche. Quand tu croyais que j'étais ton père biologique, tes yeux étaient si pleins d'espoir, tu étais si désespéré. Je savais que si je te disais que je ne l'étais pas, tu serais brisé. Je n'ai jamais voulu te blesser, jamais. Je ne voulais tout simplement pas te blesser et je sens que j'ai encore plus échoué en mentant. Mais la vérité est que tu es ma fille.
pas par le sang, mais tu es la fille de mes rêves. Samuel fit un brusque détour pour éviter une voiture en panne dans la neige, mais ne s'arrêta pas de parler, ses mots venant maintenant des larmes. Tu es la fille que j'ai toujours voulu, Amelia, pas par le sang, mais par le cœur. Chaque sourire de toi pendant le dîner, chaque fois que tu m'appelais papa, c'était comme si une partie de mon cœur revenait à la vie. Juliana aussi, tu ne peux pas imaginer comment elle s'est épanouie en t'ayant à la maison pour la première fois depuis des années. Je l'ai entendu fredonner en préparant ta chambre, en faisant des plans, en rêvant d'un avenir. Il passa sa main tremblante sur le visage de la fille et continua, sa voix maintenant presque une supplique. Quand j'ai trouvé la Bible ouverte et réalisé que tu avais découvert la vérité, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait à nouveau. Mais cette fois c'était différent, ce n'était pas comme perdre un bébé que je n'ai jamais connu, c'était comme te perdre, Amelia, avec toute ta force, ta douceur, ta façon de plier la serviette comme une petite princesse. C'était perdre la fille que j'ai appris à aimer en si peu de temps. L'hôpital était déjà en train d'apparaître à la vue, ses lumières coupant l'obscurité du petit matin. Samuel accéléra encore plus, ignorant le danger de la neige. S'il te plaît, ma fille, bats-toi comme tu as combattu toute ta vie, bats-toi contre le froid dans les rues, contre le mal dans le monde, contre chaque injustice que tu as subie. Je promets que cette fois, je ferai tout correctement, je serai honnête, je te donnerai tout l'amour que tu mérites, je serai le père dont tu as toujours rêvé. Des larmes coulaient désormais librement sur le visage de Samuel alors qu'il manœuvrait la voiture vers l'entrée des urgences. Je me fiche que tu ne sois pas ma fille biologique, je me fiche que ton vrai père ait été un lâche qui a abandonné Naomi. Ce qui compte, c'est que tu sois ma fille. Ici, il toucha sa propre poitrine, au même endroit où il gardait Miguel, Sophia et Gabriel, au même endroit où il conservait tous les rêves qu'il avait pour toi. S'arrêtant brusquement à l'entrée de la salle d'urgence, Samuel continua. « Je veux te voir grandir, Amelia. Je veux t'emmener à l'école, je veux t'apprendre à nager comme ta mère l'a promis. Je veux être là pour chaque moment important de ta vie. Je veux être le père qui te conduira dans l'allée un jour, qui tiendra tes enfants dans ses bras, qui sera à tes côtés pour chaque réussite et chaque défi. » En sortant de la voiture avec la fille dans ses bras, des médecins et des infirmières couraient déjà vers lui avec une civière, mais Samuel avait besoin de finir. « S'il te plaît, ma fille, ne renonce pas, ne me laisse pas perdre une autre personne que j'aime. Tu n'es pas juste un autre enfant qui est entré dans ma vie, tu es le miracle que j'ai demandé chaque nuit, tu es la réponse à toutes les prières que j'ai faites en demandant une famille complète. Tu es ma fille, Amelia, pas par le sang mais par choix, et si tu te bats, si tu restes avec moi, je promets que tu ne te sentiras jamais seule ou abandonnée à nouveau. » Les médecins essayèrent de retirer Amelia des bras de Samuel, mais il continua de la tenir un instant de plus, lui murmurant à l'oreille et que la pièce que Juliana décorait, ce n'est que le début, je te donnerai le monde entier, ma fille, je te donnerai tout ce que tu mérites, tout l'amour que j'ai accumulé au fil des années. J'ai juste besoin que tu te battes maintenant pour être une guerrière. À contre-cœur, Samuel permit à l'équipe médicale de placer Amelia sur la civière, mais il ne lâcha pas sa petite main froide alors qu'il courait dans les couloirs de l'hôpital. Il continuait de parler comme si ces mots pouvaient la maintenir attachée à la vie. Rappelle-toi quand tu pliais la serviette comme une petite princesse au dîner, ce moment, ce simple moment m'a fait me sentir comme le père le plus fier du monde. Je veux ressentir cette fierté chaque jour, Amelia. » Lorsqu'ils atteignirent les portes de la salle d'urgence, l'un des médecins retint Samuel par l'épaule, l'empêchant d'avancer davantage. Les infirmières poussèrent les doubles portes, emmenant Amelia à l'intérieur de la salle d'urgence. Samuel pressa ses mains contre la vitre de la fenêtre d'observation, ses derniers mots sortant comme une prière. « S'il te plaît, ma petite, reviens-moi, tu es la fille dont j'ai toujours rêvé, le morceau manquant de ma vie. Peu importe ce qui se passe, tu seras toujours ma fille, toujours. » Samuel regarda impuissant l'équipe médicale travailler, les yeux fixés sur le visage pâle d'Amelia. Une infirmière douce le guida vers la salle d'attente, elle est si petite, si fragile, mais aussi si forte, tout comme sa mère. Naomi était comme ça aussi, délicate à l'extérieur mais avec une force intérieure incroyable. Amelia a cette même force, elle doit l'avoir. Il pensa. Samuel se laissa tomber sur l'un des fauteuils de la salle d'attente, les mains encore tremblantes, tachées de neige rose, son manteau resté dans la voiture, enveloppé autour d'Amelia, et maintenant il grelottait de froid, mais il ne le remarqua guère, ses yeux ne quittant pas les doubles portes où sa fille avait disparu. Comment ai-je pu laisser cela arriver ? Comment n'ai-je pas réalisé qu'elle pourrait s'enfuir dans ce froid mortel ? Le téléphone dans sa poche vibra, c'était Juliana encore. Il répondit avec une voix étranglée, à peine capable de former les mots. « Je l'ai trouvée, mon amour, mais elle est gravement blessée. Nous sommes à l'hôpital. »
Au bout du fil, il entendit le sanglot étouffé de sa femme et sa voix tremblante. « Je suis en route, notre fille est forte. Samuel, elle va y arriver, elle doit y arriver. » Les lumières fluorescentes de l'hôpital brûlaient ses yeux, ou peut-être étaient-ce les larmes qu'il ne pouvait plus contenir. Une infirmière s'approcha avec un formulaire posant des questions qui semblaient venir de loin. Nom complet, âge, groupe sanguin? Comment puis-je être son père si je ne connais même pas son groupe sanguin? Quel genre de père suis-je? Se demanda-t-il en répondant seulement ce qu'il savait. L'horloge au mur semblait bouger au ralenti, chaque minute une éternité d'angoisse, chaque seconde une torture d'incertitude. Samuel se leva et commença à faire les 100 pas dans la salle d'attente. Un médecin sortit par les doubles portes et Samuel courut presque vers elle, mais elle passa simplement en allant s'occuper d'une autre urgence. Il s'assit de nouveau, ses jambes tremblantes à peine capables de le soutenir. Pourquoi personne ne me dit rien? Pourquoi ne puis-je pas être là avec elle? Elle doit être si effrayée? Juliana fit irruption dans les portes de la salle d'urgence, les cheveux en désordre et son manteau jeté négligemment sur son pyjama, ses yeux rouges et enflés balayant la salle d'attente jusqu'à trouver Samuel qui faisait les 100 pas comme un animal en cage. « Samuel, comment va-t-elle? T'ont-ils dit quelque chose ?» Sa voix sortit étranglée, presque méconnaissable par l'angoisse. « Rien pour l'instant, personne ne me dit rien. Elle a eu un accident. Je pense que c'était en traversant la rue, mais le conducteur a dû klaxonner et juste partir, laissant notre fille dans la rue. » Il répondit, sa voix tendue alors qu'il serrait sa femme contre lui. Le couple s'assit dans les fauteuils inconfortables de la salle d'attente, leurs mains entrelacées cherchant un réconfort mutuel. Juliana remarqua les taches roses sur les vêtements de son mari et étouffa un sanglot et l'envie de crier. « J'aurais dû dire la vérité avant, j'aurais dû prévoir et l'empêcher de sortir dans ce froid. » Elle murmura, les larmes coulant librement sur son visage. Samuel serra sa main plus fort, incapable de trouver des mots de consolation. C'est alors que le médecin apparut enfin, son expression sérieuse alors qu'il consultait le clipoar dans ses mains. Le couple se leva d'un bond, leur cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser. Le médecin ajusta ses lunettes avant de parler. « Nous avons réussi à stabiliser votre fille, elle souffre d'une hypothermie sévère et de quelques fractures, mais elle répond bien au traitement. Amelia est une fille très forte. Un autre enfant n'aurait peut-être pas survécu aussi longtemps dans ce froid et avec l'impact. C'est un véritable miracle. » Juliana s'effondra en larmes de soulagement dans les bras de Samuel alors que le médecin continuait d'expliquer les détails du traitement. « Elle est dans la salle, vous pouvez la voir maintenant, mais elle est toujours inconsciente. Parlez-lui souvent, même lorsqu'elle est sédatée. » Le couple suivit le couloir blanc antiseptique, chaque pas résonnant dans le silence du petit matin. « Elle va avoir besoin de tellement d'amour quand elle se réveillera, » murmura Juliana en serrant la main de son mari dans la salle. Dans la chambre, le bip régulier des moniteurs cardiaques était la seule musique de fond. Amelia semblait encore plus petite et plus fragile dans le lit d'hôpital, avec des tubes et des machines connectées à son petit corps. Samuel tira une chaise près du lit, tenant la main froide de la fille entre les siennes. « J'ai besoin de prendre quelque chose dans la voiture, » dit-il soudainement, l'embrassant sur le front de sa femme. « Je ne serai pas long, restez ici avec elle. » Samuel revint quelques minutes plus tard, portant sa mallette en cuir usé qu'il avait laissée dans la voiture. De l'intérieur, il sortit une enveloppe brune qu'il avait gardée dans la boîte à gants de sa voiture. Juliana reconnut immédiatement le sceau du tribunal dans le coin supérieur. « Qu'est-ce que c'est » commença-t-elle, sa voix faiblissant par l'émotion. « Depuis la toute première nuit, la veille de Noël, après que tout le monde se soit endormi, j'ai appelé mon avocat, j'ai exigé que la grand-mère d'Amelia transfère sa garde à nous. La mère de Naomi a toujours été une femme cruelle, elle ne se souciait pas de la fille. J'ai demandé à mon avocat d'accélérer le processus, j'attendais un moment spécial pour vous le dire à tous les deux, le nouvel an, mais elle a découvert. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. » Il dit en montrant les papiers d'adoption déjà complétés, n'attendant que les signatures. Juliana sentit des larmes monter aux yeux en regardant sa fille avec tendresse, les heures semblaient s'étirer comme une éternité d'angoisse et d'espoir. Samuel et Juliana se relayèrent pour raconter des histoires à Amelia, faire des promesses, demander pardon. Les premiers rayons du soleil de Noël commençaient à pénétrer par la fenêtre lorsque Samuel, qui avait finalement accepté de somnoler un peu dans le fauteuil de la chambre, sentit une légère pression sur sa main. « Amelia » murmura-t-il. Entièrement réveillée en un instant, les yeux couleur miel d'Amelia clignèrent lentement, essayant de s'ajuster à la lumière du matin. Pendant un moment, elle sembla confuse et effrayée. Mais ensuite son regard rencontra celui de Samuel. Il pouvait voir la peur et la douleur encore présentes, mais aussi quelque chose de plus, une petite étincelle d'espoir.
Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle, sa voix rauque et faible. Samuel prit une profonde inspiration, serrant doucement la main d'Amelia entre les siennes. Ses yeux étaient rouges et gonflés de tant de larmes et de profondes cernes marquaient son visage fatigué. « Parce que c'est ici que je devrais être, aux côtés de ma fille. » Il fit une pause, avalant la boule dans sa gorge. « Même si tu ne veux plus que je sois ton père, je ne cesserai jamais de te considérer comme ma fille. » Avec des mains légèrement tremblantes, il prit l'enveloppe brune de sa mallette. « Amelia, j'ai ces papiers avec moi depuis la première nuit où tu as frappé à notre porte. Ce sont des documents d'adoption. » Il les posa sur le lit d'hôpital à sa portée. « J'aurais dû te dire toute la vérité dès le début, mais j'avais peur que tu ne m'acceptes pas si tu savais que je ne suis pas ton père biologique. Tu espérais tellement que je l'étais, et j'étais tellement stupide, je ne voulais pas te retirer cet espoir. J'ai eu tort de mentir, je ne voulais pas enlever l'espoir de tes yeux. Je sais que cela ressemble à une excuse stupide, mais c'est ce que je ressentais et je le regrette. Mais cette même nuit, j'ai appelé mon avocat pendant que tu dormais et je lui ai demandé de récupérer ces papiers de ta grand-mère. Je lui ai demandé de rendre officiel ce que mon cœur savait déjà. Tu es ma fille. » Le soleil du matin de Noël illuminait désormais complètement la chambre d'hôpital, baignant la pièce d'une lumière dorée. Juliana, qui somnolait dans le fauteuil, se réveilla et s'approcha du lit, ses yeux pleins de larmes fixés sur la scène qui se déroulait. Samuel continua. « Je connais ta mère, Naomi. Quand nous étions jeunes, elle était ma meilleure amie, la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Elle disait qu'un jour je serais le parrain de ses enfants, et je suis sûr qu'elle approuverait que je prenne soin de toi, tout comme je laisserai mes enfants avec elle. Nous étions comme des frères et sœurs. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, j'étais le seul à rester à ses côtés. » Amelia écouta attentivement, silencieuse, des larmes coulant sur son visage alors que Samuel révélait chaque partie de l'histoire. « J'ai besoin de te dire toute la vérité maintenant, même si c'est douloureux, mais je me suis promis de ne plus jamais mentir. Ton père biologique ne méritait pas ce titre, il t'a abandonné aussi quand tu avais le plus besoin de lui. Naomi a été si blessée, si seule. Je voulais aider, je voulais être une figure paternelle pour toi, mais elle a décidé de recommencer ailleurs, de s'éloigner de ta grand-mère qui a commencé à, eh bien, tu sais comment elle peut être. Nous avons perdu contact et j'ai passé des années à me demander où tu serais. J'ai appelé ta grand-mère, mais elle a refusé de dire où se trouvait ta mère. Comment entrer en contact avec elle ?» Samuel serra la main d'Amelia plus fermement, ses mots maintenant venant dans un flux constant. Pendant des années, j'ai essayé d'avoir mes propres enfants avec Juliana, nous avons perdu 3 bébés, Miguel, Sofia et Gabriel. Chaque perte était comme une partie de mon cœur arrachée. Les médecins ont finalement dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant biologique, c'était un coup dur qui a presque tout détruit en nous. Des larmes coulaient librement sur le visage de Samuel alors qu'il continuait. Et puis tu es apparu dans ce restaurant, essayant d'aider Juliana pendant la crise, j'ai vu tellement de ta mère en toi. À ce moment-là, le même courage, la même gentillesse. Quand j'ai découvert que tu étais la fille de Naomi, c'était comme si le destin me donnait une seconde chance. Juliana s'approcha du lit, s'asseyant de l'autre côté d'Amelia lorsque tu es arrivé à notre porte cette nuit neigeuse, c'était comme un miracle, dit-elle doucement en mettant une mèche de cheveux de la fille derrière son oreille. Samuel avait déjà les papiers d'adoption prêts le lendemain, il dit, « Cela n'avait pas d'importance si tu n'étais pas notre fille biologique, mon cœur t'avait déjà choisi. » Juliana, Amelia regarda les papiers sur le lit, ses petites mains touchant doucement le sceau officiel du tribunal. Samuel continua, « Je sais que j'avais tort de ne pas dire la vérité dès le début, j'avais peur que si tu savais que je n'étais pas ton père biologique, tu ne me donnerais pas une chance d'être ton père de cœur. Mais chaque moment avec toi, chaque sourire, chaque mot, chaque petit geste m'ont fait aimer comme la fille dont j'ai toujours rêvé d'avoir. Quand je t'ai trouvé dans la neige, Samuel, sa voix faiblit un instant. Quand j'ai pensé que je pourrais te perdre, j'ai réalisé que peu importe ce qui se passe, tu es déjà ma fille, pas par le sang mais par choix, par amour. » Amelia resta silencieuse un long moment, ses petites mains serrant les papiers d'adoption à travers la fenêtre de l'hôpital. Les premiers rayons du soleil de Noël peignaient la chambre en or comme si les cieux même voulaient illuminer ce moment. Ses yeux couleur miel, encore larmoyants, alternaient entre Samuel et Juliana, cherchant tout signe de tromperie ou de pitié, mais elle ne trouvait que de l'amour pur, vrai et effrayant par sa sincérité. « Tu m'as cherché dans la neige » demanda-t-elle, sa voix encore faible et rauque. « Je pensais que personne ne me chercherait. » Elle pouvait à peine finir la phrase, les larmes revenant avec force. Samuel s'inclina doucement, essuyant son visage avec la manche de son pull. « J'ai cherché dans chaque coin de la ville, dans le froid, dans la neige, et je n'ai jamais abandonné jusqu'à ce que je te trouve, ma fille. »
Même si je mourrais en essayant, je ne cesserai jamais de te chercher. Je ne renoncerai jamais à toi. Amelia essaya de se redresser dans le lit, mais son corps souffrait encore du froid intense qu'elle avait enduré. Juliana l'aida, ajustant soigneusement les oreillers derrière elle. Le mouvement fit tomber un des papiers au sol, c'était une vieille photographie, Naomi jeune et souriante, serrant Samuel devant un sapin de Noël, avec au dos un message. À ma meilleure amie qui ne m'a jamais laissé abandonner. Noël 2013, donc tu étais vraiment la meilleure amie de ma mère. Amelia demanda, quels sont les papiers d'adoption et toute cette histoire dans la lettre à propos de mon vrai père? Samuel serra sa main plus fort, choisissant soigneusement ses mots. Ta mère méritait bien plus que ce que la vie lui a donné. Et toi, ma petite, tu mérites tout l'amour du monde. Mais pourquoi, Amelia? Amelia hésita, sa voix tremblante. Pourquoi veux-tu être mon père? Personne d'autre que ma maman ne voulait rester avec moi. Mon père biologique m'a quitté, ma grand-mère me déteste et le reste de la famille s'en fiche. Pourquoi veux-tu cela? Demanda-t-elle, mais ses mots furent interrompus lorsque Samuel la serra doucement, faisant attention au tube et moniteur. Parce que tu es déjà ma fille. Au moment où je t'ai vue cette nuit de Noël, j'ai su que tu étais un cadeau que le ciel gardait pour nous. Juliana s'approcha du lit, tenant l'autre main d'Amelia, la bague à son doigt brillait sous la lumière montante du soleil. La même bague qu'Amelia avait admirée pendant le dîner, se demandant à quoi ressemblait une vraie famille. Tu sais, mon ange, parfois Dieu a des plans différents des nôtres. Nous avons perdu 3 bébés et pensé que nous ne serions jamais parents, mais ensuite tu es venu, à sauver ma vie dans ce restaurant. Et quand tu es arrivé chez nous, tu nous as montré que la famille n'est pas seulement faite de sang. Le soleil illuminait maintenant complètement la chambre, faisant briller les larmes sur leur visage comme des diamants. Amelia serra les papiers plus fort, comme si elle craignait qu'ils ne disparaissent. Mais si je ne suis pas la fille que tu attends? Et si je ne sais pas comment être une bonne fille? Je n'ai jamais eu de vrai père. Samuel sourit ce doux sourire qui avait capturé son cœur la nuit précédente. Et je n'ai jamais été père non plus, nous allons apprendre ensemble. Les machines de l'hôpital continuaient de biper régulièrement, mais maintenant elles semblaient jouer une mélodie différente, non plus de peur ou de solitude, mais d'espoir. Amelia regarda par la fenêtre, voyant la neige qui semblait autrefois si menaçante maintenant briller comme des millions d'étoiles sous le soleil du matin. J'ai une maison, chuchota-t-elle, testant comment le mot sonnait. Samuel tenait le petit visage d'Amelia entre ses mains, séchant ses larmes avec ses pouces. Tu m'as donné le plus beau cadeau que je pouvais recevoir ce Noël, la chance d'être père, non par obligation, pas par le sang, mais par choix, par amour. Amelia sanglota, permettant enfin au mur qu'elle avait construit autour de son cœur de s'effondrer. Et toi, tu m'as donné la chance d'avoir un vrai père. Juliana, qui avait silencieusement quitté la pièce, revint portant quelque chose dans ses mains. Le chapelet bleu qu'Amelia avait laissé tomber dans la neige, il était maintenant propre, les perles brillantes comme neuves. Ta mère serait tellement fière de toi, mon amour, tout comme je suis fière de la fille gentille et attentionnée que tu es. C'est un honneur d'être ta seconde maman, dit-elle en embrassant sa fille. Amelia regarda les papiers d'adoption une dernière fois avant de tendre la main pour le stylo. Samuel lui offrit son écriture enfantine, encore tremblante du froid qu'elle avait enduré, elle remplit soigneusement la ligne pointillée. Lorsqu'elle eut terminé, elle regarda ses nouveaux parents avec des yeux brillants. Vous êtes mes cadeaux de Noël, papa et maman. À ce moment précis, alors que le soleil du matin de Noël baignait la chambre d'hôpital de sa lumière dorée, quelque chose de magique se produisit. Pas un miracle bruyant avec des anges chantants ou des étoiles filantes, quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus profond. C'était le moment où 3 cœurs brisés, chacun portant ses propres cicatrices, se retrouvèrent et se guérissent mutuellement. Ce n'est que le début, murmura Samuel en embrassant sa famille nouvellement formée, le début de notre histoire. Quelques jours après leur sortie de l'hôpital, maintenant complètement rétablie, Amelia commençait déjà à ressentir ce que signifiait vraiment avoir une famille. L'amour constant de Juliana la couvrant d'affection et de soins, et le regard fier de Samuel, portant maintenant sa photo dans son portefeuille, remplissaient son cœur de joie. Les après-midi étaient remplis de jeux de société, d'histoires que Samuel lisait en faisant différentes voix pour chaque personnage, et de moments dans la cuisine où Juliana lui enseignait des recettes simples, remplissant la maison de rire et de délicieuses odeurs. Chaque petit moment était une découverte de ce que signifiait être vraiment aimé. La veille du Nouvel An, ils passèrent la journée à préparer le festin ensemble. Amelia aidait Juliana à faire des biscuits à la cannelle tandis que Samuel essayait, sans grand succès, d'apprendre à faire des gâteaux. Le résultat fut une cuisine pleine de farine et de chocolat et autant de rire que leur ventre leur faisait mal.
La nuit de la fête, alors que les feux d'artifice coloraient le ciel, Amelia était dans le jardin, agenouillée avec son chapelet bleu entre les doigts, portant une nouvelle robe bleu marine, un cadeau de Juliana pour l'occasion. La neige brillait sous les lumières colorées comme des milliers d'étoiles tombées du ciel. Samuel et Juliana la regardaient discrètement depuis la porte, respectant son moment de prière. « Merci, Père Céleste, murmura-t-elle, ces mots venant des profondeurs de son cœur, pour ne pas avoir abandonné moi cette nuit de Noël, merci d'avoir envoyé cette étoile filante pour me guider ici, merci de m'avoir donné une famille qui m'aime et s'il te plaît, prends soin de ma maman au ciel. » Ses mains serraient affectueusement le chapelet et elle ajouta « Merci maman d'avoir été si gentille avec Samuel, tu savais qu'un jour il serait mon papa, n'est-ce pas? Tu me manques, je te manquerai toujours, mais mon papa et ma nouvelle maman me traitent avec amour et soin, tout comme tu le faisais. Je t'aimerai toujours, maman, peu importe le temps qui passe. Mais merci de les avoir mis sur mon chemin pour m'aimer aussi. » Des larmes de joie coulaient sur son visage alors qu'elle finissait sa prière. « Cette année sera différente de toutes les autres. Maintenant je sais que les plus grands miracles ne se produisent pas avec des anges chantants ou des étoiles filantes, ils se produisent lorsque l'amour est plus fort que la peur, lorsque le pardon est plus grand que les erreurs et lorsque les cœurs se réunissent pour former une famille. » Samuel et Juliana s'approchèrent silencieusement, enveloppant Amelia dans une étreinte serrée. Les feux d'artifice annonçaient l'arrivée de la nouvelle année, la première de nombreuses qu'ils partageraient ensemble, non pas en tant que personnes unies par le hasard, mais en tant que famille unie par l'amour. Et là, sous le ciel étoilé de la première nuit de l'année, Amelia comprit enfin la véritable signification de la maison, ce n'était pas un lieu, mais la chaleur de cette étreinte familiale. On dit que chaque Noël détient un miracle spécial, mais certains sont si extraordinaires qu'ils changent le sens du mot famille pour toujours. Cette année, 3 histoires de solitude se sont transformées en une seule histoire d'amour. Un homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant a découvert que la paternité va bien au-delà du sang, une femme qui avait perdu l'espoir d'être mère a trouvé dans une fille perdue tout ce qu'elle avait toujours rêvé de donner, et une enfant qui ne connaissait que l'abandon et le deuil a appris que parfois, nous devons nous perdre pour retrouver notre chemin vers la maison. La lettre qui semblait avoir détruit un rêve a fini par construire une réalité encore plus belle, prouvant que la vérité, même quand elle fait mal, a le pouvoir d'unir les cœurs. Amelia, Samuel et Juliana ont découvert ensemble que la famille n'est pas quelque chose que l'on hérite, c'est quelque chose que l'on construit jour après jour avec l'amour, le pardon et le courage de croire qu'il y a toujours de la place pour plus d'amour dans nos cœurs. Et ainsi, sous les lumières d'une nouvelle année, une nouvelle famille est née, non pas des pages d'un document, mais des pages d'une histoire d'amour écrite par les mains de Dieu,